Bonsoir à tous. Et non, vous n'êtes pas chez Alex. Si vous nous écoutez en podcast, évidemment, ça ne change rien. Mais vous êtes bien dans J+7, le talk média des lundis soirs. Bonjour à vous tous dans le chat. Merci à Paco, on va le remercier juste après encore plus. Merci à Jonathan, merci à Loxium, merci à Odysor d'être là. Encore plus merci évidemment à Rem qui a vu l'easter egg dans le podcast de la semaine dernière. N'hésitez pas, si jamais il y a encore un nouvel easter egg cette semaine, à regarder tout ça. Mais sans plus tarder, on va accueillir la fine équipe. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Comment vous allez? Ça va bien. On a avec nous Pacôme. Bonsoir Pacôme. Ça va bien. Alors ça va bien. Moi ça va bien. Ça va bien. Dis-moi dans le chat si vous les entendez bien ou pas assez fort. Vous l'avez kidnappé, c'est pas bien. Oui, je trouve que alors c'est moi, le retour est très fort et du coup je hurle. Mais le son est très fort dans mon oreille. Tu es à Bercy, Pacôme? Je suis à Bercy. Bercy, est-ce que vous êtes là? Non, y a personne. Non, mais il y a pas Bercy, mais il y a Tarus avec nous. Salut Jérémy. Ouais. Bonsoir. Et pas à Paris non plus, c'est Gauthier qui est avec nous. Salut Gauthier. Bonsoir, représentant de la Diagonale du Vide. Ah, ça fait plaisir d'avoir un représentant de la Diagonale du Vide. Avec tout ce beau monde, on va revenir sur les audiences. On va commencer par les audiences télé, mais pas que. Vous l'avez vu dans le sommaire, si vous nous suivez sur Twitter. On va revenir sur le gros sujet, c'est la non-crise de la trentaine d'Arte. On verra tout à l'heure de quoi il s'agit et qu'est-ce que nous mijote Arte, notamment pour ses 30 ans. Et puis dans Média Express, on va parler évidemment de la présidentielle. On va continuer ce grand feuilleton de la fusion TF1-M6. On va parler aussi d'une candidate inattendue pour le futur Pékin Express All-Star et de la nouvelle directrice de France Bleu. Mais pour commencer, rituellement, nous allons passer aux audiences. C'est la question rituelle. Oh, il y a Alex qui nous salue dans le chat. Merci beaucoup, Alex. À tout à l'heure. Merci, Alex. Ah oui, effectivement, on me dit que le compteur de live, le compteur de follow c'est caput. Effectivement, parce que j'avais désactivé Stream Element pour plein de trucs. Donc, il faudra que je réactive plus tard. Du coup, bonsoir Daco, bonsoir Loxium qui sont réapparus depuis lundi dernier. Entre-temps, on va commencer par la plus grosse audience. Peut-être que le chat là, peut-être que vous l'avez. À votre avis, quelle a été la plus grosse audience de la semaine? En prime time. Précisons en prime time. Gulli. Toujours pas Gulli. Bien tenté. Gulli, c'est vrai. Toujours pas Gulli, mais... Est-ce que c'est une fiction de France 3? Non, ce n'est pas une fiction de France 3, mais c'est une fiction quand même. Fiction de France 2. Non. Si, je sais. Vous chauffez du coup. Je le dis, du coup. Bah TF1, on se rapproche. Eh oui. Pas comme tu l'as. Ah oui. Ouais, je l'ai dit ou pas? Bah dis-la. Bah, allez. Allez, c'est Alice Nevers. C'est Alice Nevers. La fin d'Alice Nevers. Ah, j'aurais dû savoir. On salue tous les gens de Nevers qui nous écoutent, ils sont nombreux. Ou alors ils sont en train de dîner. C'est l'intégralité de Nevers qui nous écoute, puisqu'ils sont deux. Alors, on doit faire des vannes, Arnaud n'est pas là sur Nevers. Oui, c'est Alice Nevers avec 5,32 millions de téléspectateurs, 27,4% du public, pour l'ultime épisode d'Alice Nevers, le tout dernier épisode de la série. En comparaison, le final de la saison 18, l'an dernier, le 5 novembre 2020, il y a un peu plus d'un an, avait été suivi par 5,18 millions de téléspectateurs, donc un peu moins, et une part de marché de 23,5, donc un peu moins aussi. Est-ce que l'un d'entre vous a suivi Alice Nevers? Jamais de ma vie. Un quelconque je n'ai épisode d'Alice regardé Nevers. Un seul épisode. Ah, alors que ça existe depuis combien d'années du coup? Parce que tu dis 19 18 saisons, c'est ça? 18 saisons. Oh. J'ai pas regardé une seule fois, quoi. C'est terrible. Et n'oublions pas qu'avant il y avait Florence Larieux. Oui. Il y avait Julie Lescaut aussi. Non. Ah, ouais. La marque C'est une femme, c'est Alice Nevers depuis 2002 et avant c'était Florence Larieux. C'est vrai que c'est le jeu est une femme, Alice Nevers, depuis 93 du coup. 93, sauf que c'était Florence Larieux et puis l'actrice est partie, donc du coup c'est Alice Nevers. C'est vrai que la série s'appelle quasiment plus qu'Alice Nevers. C'est Alice Nevers, le juge est une femme, le nom exact. Effectivement. Daco TV qui nous dit, qui a sûrement regardé, qui nous dit que l'épisode conviait plein d'anciens personnages. C'est vrai que moi non plus, je n'ai jamais regardé Alice Nevers. Mais je crois qu'on le disait déjà dans un
dans un autre G+7, mais c'est une des dernières grosses fictions, enfin des dernières fictions de TF1 qui ont une certaine longévité en fait. Là, on commence à rentrer dans la période où TF1 essaye de nouvelles créations françaises. Et c'est tant mieux. Il faut évoluer avec son temps. Il faut chercher un nouveau public et c'est très bien. Et j'ai la réponse pourquoi ça s'appelle plus Le juge est une femme. Parce que Alice Nevers a été promue. Ah. Elle est passée procureure adjointe, puis procureure. Oh. C'est pas vrai. Donc sinon, il C'est fallait pas appeler la vrai. série Alice Nevers, la procureure adjointe est une femme, puis Alice Nevers, la procureure est une femme. Ça faisait C'est un long. peu long, ouais. Mais qui l'eût cru? Je vous remercie parce que vous avez sans doute entendu dans le podcast aussi cette petite alerte qui me dit que Sir Louis qui a follow. Je remercie aussi Odizer qui a follow, Simon Colton qui a follow et Pacom qui a resub. Merci Pacom. Ah, écoute, je suis comme ça. Moi, je donne en fait aux gens. C'est Mais c'est quelqu'un. vrai que je suis nature, mec. Mais c'est vrai qu'il y a encore Joséphine Ange Gardien qui du coup existe depuis combien de temps? Parce que vraiment, Joséphine. 97 de mémoire. Donc c'est Ah ouais, c'était plus récent que Alice Nevers. Ouais, c'est plus Alice récent Nevers. que. C'est vrai, c'est plus récent. La marque qui Le juge est une femme. Que la marque juste une Que femme. du Parce coup, que Alice bah- Nevers c'est 2002. Forcément, moi j'ai l'impression que ça a toujours existé en fait, parce que je suis né en 99. Mais du coup, j'ai vraiment l'impression que Joséphine, ça existe depuis 30 ans, quoi. C'est vraiment très particulier comme sentiment. Ça va Alors, venir, t'inquiète pas. Le final d'Alice Nevers qui a fait des belles audiences. Alors, est-ce que c'est ça qui a éclipsé Élysée 2022 ? Je ne pense pas. Mais Élysée 2022 non, plutôt non, qui continue à être faiblard d'après Pure Média, en tout cas, qui fait des scores qui sont sûrement pas à la hauteur qu'espéré par la chaîne, surtout pour le lancement d'une nouvelle formule d'Élysée 2022, qui a fait 10,7% de part de marché pour 2 146 000 téléspectateurs. Ouais, c'est toujours le même problème hein, des jeudis politiques de France 2 qui ont jamais pris quoi. Enfin, c'est pas forcément un coup de nouvelle formule qu'ils arrivent quoi. C'est assez terrible. Alors que pourtant, du peu que j'en ai vu, c'était quand même un peu plus pertinent que la précédente formule. Je trouve Oui. que le fait d'avoir intégré en fait les Français directement dans les écrans à la Rising Star. Bref, je trouve que c'est il y a un peu de ça. Mais je trouve que c'est plutôt quand même malin d'avoir ce rapport avec les Français qui en fait est pas nouveau parce que c'est un truc qu'on voit sur quasiment toutes les autres chaînes. Quand tu vois par exemple CNews qui fait face aux Français, alors on en pense qu'on veut, mais c'est aussi une autre manière d'avoir une proximité avec la population. Mais ça reste pertinent sur le principe, je trouve. Et en face, ce jeudi soir, donc Élysée 2022 a retrouvé tous les jeudis soirs jusqu'à l'élection présidentielle, on en parle tout à l'heure, et Pékin Express qui a fait aussi un petit lancement, on pourrait dire, avec 2 335 000 téléspectateurs et 12,5% de part d'audience. Ouais. Mais bon sur cible. C'est pas le plus faible lancement depuis un certain temps. C'est le plus faible historique de mémoire. Ouais, j'hésitais. Ouais, c'est le en plus faible prime, lancement historique du programme, ouais. Saison Si on 14 enlève l'an la- dernier, ça avait fait 2,89 millions et 13,6% de part d'achat. Effectivement, 27,3% sur cible. Oui, Cette année, bah, ça fait là, oui. 27,5, c'est équivalent sur cible. Ouais, quand tu fais 27% sur cible, M6 ils sortent le champagne. Hein. C'est vrai. C'est ce qui compte aussi aujourd'hui pour ce genre Ouais. d'émission en plus. À voir si ça, sur cible, n'a pas été éclipsé un peu par Alice Nevers, qui a fait aussi autour de 20% sur cible. Un peu moins, quand même, que Pékin Express. Il y a eu plein d'autres chiffres. On parlait tout à l'heure la plus grosse audience de la semaine. Effectivement, Rem nous le disait dans le chat, c'est le rugby. Carton plein du rugby. On en parlait déjà la semaine dernière pour le France-Italie et on prévoyait un carton pour ce France-Irlande. Ça n'a pas loupé. C'est la meilleure audience possible depuis la Coupe du Monde 2019 avec du coup plus de 6 millions de téléspectateurs avec a priori une pointe à 7 pour 40% de part d'audience. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord, ça. L'after Ok. a fait 32% de part d'audience, donc il y a eu quand même du monde pour suivre le clapping des Bleus. Mais donc non, c'est assez énorme. La rencontre juste avant Pays de Galles-Écosse a fait 2 millions de téléspectateurs avec 20% de part de marché. C'est assez impressionnant. On peut prendre pour comparaison les chiffres d'un autre sport diffusé cette semaine sur France Télé. C'est Nice-OM en Coupe de France qui a fait 2,21 millions de téléspectateurs, 10% de part d'audience en prime sur France 3. Donc on voit que
France Télé, ça fait quelques temps qu'ils veulent se débarrasser maintenant de la Coupe de France et du football en général. On voit que ça paye quand même de moins en moins par rapport à ces chocs-là du Destination. Donc en plus, Nice-OM, c'est peut-être un des rares matchs en clair de la saison. Avec des équipes nationales. T'as eu le 8e de finale le 31 janvier, PSG-Nice, qui a fait à peu près un score équivalent. Alors pourtant, on dit que le PSG attire les foules. 2,26 millions de téléspectateurs. Donc PSG-OM contre Nice à chaque fois, même combat. C'est Nice qui attire les foules, en fait. C'est peut-être Nice qui attire les foules, hein, on sait pas. Christophe Galtier, incroyable. Est-ce qu'on sait Vas-y. Est-ce qu'on sait l'affiche de la demi-finale qui va être diffusée d'ailleurs? J'ai même pas vu l'info passer. J'ai pas vu l'info passer encore, non. Je cherche ça. Merci beaucoup. Et pour continuer sur le sport sur France Télé, notons aussi du côté des JO, hier, le très bon score de Quentin Fillon-Maillet qui a remporté l'or. Fillon prend l'argent et prend l'or aussi, avec 2,80 millions de téléspectateurs, 25% de part de marché entre 11h30 et 13h sur France 2. Ah ouais. Et l'après-midi, 13h, 16h samedi, juste avant le 6 Nations, a fait 2,2 millions et 25% de part d'audience. Donc les JO de Pékin, ça attire encore du monde. Hein. Oui, alors que pourtant, sur le papier, ça reste les JO d'hiver. Et moi, j'ai un peu ce truc où je me dis les JO d'hiver attirent peut-être un peu moins que les JO d'été. En fait, non, ça va. C'est assez... En fait, j'ai pas le souvenir des audiences là, des derniers JO d'été. Donc je vais avoir du mal à comparer dans ma tête, mais j'ai l'impression que ça reste quand même assez stable en vrai. Il y a toujours un public qui est là, quoi. Ouais, c'est assez impressionnant. Non, mais c'est une très belle conclusion. Il y a Rem qui nous dit la Coupe de France n'a jamais bénéficié d'une excellente exposition en clair, faut pas se leurrer. C'est vrai que, à part dans les tours un peu plus bas où il y a les multiplex à chaque région son match, c'était souvent le cas plutôt d'ailleurs pour la Coupe de la Ligue, c'est quasiment en intégralité sur Eurosport qui ne diffuse que ça comme droit foot. Donc c'est vrai que l'exposition de la Coupe de France n'est quand même pas si élevée que ça. Le chaque région son match, c'est que pour les 32e. Après, à partir des 16e, c'est une affiche. Une affiche. Et généralement en pleine semaine, et c'est pas vraiment là déjà où le sport cartonne le plus, et c'est pas non plus une compétition qui est beaucoup mise en valeur au-delà des diffuseurs. En vrai, au-delà d'Eurosport et de France Télé, on en parle un peu dans l'équipe, mais ça reste assez faiblard la couverture de la Coupe de France en vrai. Oui, ce qui est dommage. Je regardais juste là une affiche qui me revenait en tête, c'est Lyon-Marseille, qui sur le papier est intéressante en 2020. 2,6 millions à l'époque. C'est-à-dire que c'est pas énorme pour Lyon-Marseille. Et pour répondre à la question, quel match sera diffusé en demi-finale, comme les programmations ne sont pas faites. C'est ça, et le tirage au sort n'a pas été fait. Le tirage au sort est fait. Le tirage au sort est fait. Entre Versailles-Nice d'un côté et Nantes-Monaco de l'autre. Et les rencontres ont lieu le mardi 1er et mercredi 2 mars, mais on ne sait pas qui sera le mardi, qui sera le mercredi. À voir, parce que généralement, les petits poussés, ça ramène aussi un peu d'audience. Mais est-ce que Versailles-Nice, ça attirera quand même du monde? Soit François diffuse en effet Versailles-Nice qui ferait le 3e match de Nice d'affilée. Soit ils font Nantes-Monaco, un 100% Ligue 1. Ouais, qui peut attirer peut-être un peu plus de monde, Nantes et Monaco. Bon, à voir. Il y a Rem, en tout cas, sur le rugby, pour conclure sur ces audiences sport, qui dit qu'effectivement, les 2 dernières journées, France-Pays de Galles et Pays de Galles-France et France-Angleterre, sont en prime time et donc pourraient faire beaucoup d'audience. On suivra ça, on en parlera dans un prochain J+7. Un tout dernier point sur les audiences, notamment les audiences de ce week-end, parce qu'il y a eu les victoires de la musique. Est-ce que c'est victoire pour les victoires? Eh ben, étonnamment, et j'en aurais pas mis ma main à couper, les victoires ont fait plus que Ninja Warrior. Ninja Warrior qui a fait 2,5 millions sur la première partie, audience découpée, là encore, vous en avez l'habitude, pour 12% de PDA. Les victoires de la musique ont fait sur l'ensemble de la soirée, donc de 21h10 à minuit, 2,7 millions en moyenne pour 16% de part d'audience. Ah ouais, putain. Ah oui, alors je vais aller dans ton sens, j'aurais pas mis ma main à couper non plus. C'est fou parce que globalement, les cérémonies, en plus, et c'est vraiment de manière générale, et c'est même pas qu'en France, ça a tendance à pas mal chuter ces dernières années. Donc, je sais pas quelle était l'audience l'année dernière pour la cérémonie de l'année dernière. Ça fait plus, ça avait fait 3 millions. Ça a fait 3 millions. D'accord, ok. Ah oui, donc ça a quand même baissé. Ça a quand même baissé, ça fait une part d'audience à peu près équivalente, ceci dit. Ça a baissé en ménagère. Ça a baissé. Faut voir que c'était une nouvelle formule avec beaucoup moins de prix. Alors c'était peut-être le cas de l'an dernier.
C'était lequel l'an dernier déjà, il y déjà avait plus que 6-7 victoires, contrairement à toutes les soirées à rallonge qu'il y avait dans le passé, et beaucoup plus de prestations live. Et c'est vrai que la soirée a commencé typiquement par Stromae, puis par Angèle et Damso, donc une soirée extrêmement belge, pour commencer ces victoires de la musique de la chanson française. Bruxelles, je t'aime, bien sûr. Et ça C'est s'est terminé bizarre avant sur minuit, France Inter d'écouter ça. Et ça s'est terminé à minuit. 23h50. Minuit, Ah, non, ça va. minuit, ouais, minuit 3, je crois. Enfin, vraiment, un horaire, somme toute, extrêmement raisonnable. C'est une bonne idée, hein. Enfin, honnêtement, moi, je me souviens que l'année dernière, j'étais un peu pas mécontent, mais je me disais, putain, déjà que la musique est pas toujours très bien représentée dans certaines catégories. Si tu supprimes des catégories, bah, dans ces cas-là, tu places plus personne. Et en même temps, c'est vrai que d'un point de vue du rythme de l'émission, c'est quand même vachement avantageux. Et il y a probablement des cérémonies qui devraient s'en inspirer. Les Césars, notamment. Les Césars, notamment, on verra. C'est on compliqué verra d'avoir à des la fin du prestations mois, de mais- musique live, ceci dit, pendant les Césars. Tu me diras, mais. Oh, il y en a de plus en plus des Ouais. lives musicaux dans les Césars, parce qu'on a tendance à dire il y a plus de cinéma dans les Césars, mais si, il y a quand même des lives un peu plus, enfin des très orientés musique de film. Donc, Oui, disons, dans les victoires, t'es obligé de mettre les chansons en question. Pour le coup, ça donne une soirée. Alors, c'est extrêmement orienté, entre guillemets, variété, pas forcément dans le mauvais sens du terme. C'est vrai que du coup, il y a des catégories qui étaient beaucoup moins représentées. La musique électronique, pas beaucoup. Le rap, on en a musique beaucoup urbaine, parlé. ouais. SCH, on a parlé sur scène notamment. Donc, c'est vrai que du coup, ça donne des victoires de la musique. Alors, il y a Orelsan, qui a fait quand même carton plein là-dessus, mais ça représente. Beaucoup ont dit que c'était quand même des victoires de la musique France Inter. C'est vrai que la plupart des artistes sont dans la playlist de France Inter. Moi, c'est un type de musique que j'apprécie personnellement, mais c'est vrai que la diversité musicale n'est pas forcément reflétée par ces victoires. Est-ce qu'il faudrait pas lancer plusieurs cérémonies de victoire de la musique en fonction des types de musique au final, comme on a actuellement avec non. les victoires du classique et les victoires du jazz? Oh, bah, Ils alors, avaient dans tenté ces ça cas-là, en 2000. Je tente une année. Non, je vais pas tenter une année au pif. 2015 de mémoire, avec la cérémonie des révélations sur France 4, avec Oui. Cyril Hanouna Une et double Stéphanie cérémonie, Renoir. Plus même Il y avait tout une ça, grosse moi. cérémonie à Lille à l'époque où il y avait toutes les catégories révélations et une cérémonie sur France 2 avec les grandes catégories en quelque sorte. C'était littéralement Plus grand, l'inverse de cette année, quoi. On fait plus de catégories, on fait 2 soirées. Et on a 50 victoires de la musique, quoi. Bon, donc Et c'est une après, cérémonie. si tu fais plusieurs cérémonies, on va se dire mais pourquoi on est dans la première et pas dans la principale, etc., etc. Ouais. Bon, donc à voir, mais en tout cas, il y a Stéphane Delille qui nous dit Olivier Mine est plus grand public que Daphné Burki. Alors c'était Stéphane Bern l'an dernier. Ce qui était déjà très étrange. Et j'ai trouvé, pour ma part, j'ai regardé le début et la fin, parce que j'ai regardé un film au milieu, donc c'était quand même suffisamment long pour regarder le début, la fin et un film, qu'Olivier Mine était extrêmement plan-plan dans cette cérémonie, était beaucoup moins bon qu'à l'Eurovision Junior. Je sais pas si vous avez regardé les victoires. non, J'ai regardé les victoires. je voulais regarder, puis finalement, je l'ai pas fait. C'est terrible. T'as pensé quoi de la Voilà. présentation, Gauthier? Mais moi j'aime bien Olivier Mine, il pourrait faire tout et n'importe quoi que je regarderais, donc je suis pas neutre. Bah, moi, je l'ai trouvé extrêmement aligné sur le prompteur, ni plus ni moins, quoi. Parce que ce qui était un prompteur qui était Oui. moins bien écrit, et c'était une cérémonie qui était quand même beaucoup moins bien rythmée que l'Eurovision Junior, mais Mais c'est c'est- normal, parce que l'Eurovision mais c'est- Junior, c'est extrêmement calibré. Donc j'ai trouvé que là, ça avait du mal à meubler, c'était un peu mou dans les transitions, ils étaient pas à l'aise, le duo fonctionnait pas non plus. Mais Très, c'est très pas bien une avec Laurie émission où les Anchorman et Anchorwoman font des sketchs, des shows, etc., etc. C'est pas les Césars où t'as un maître de cérémonie qui fait le show, ou les Energy Music Awards, ou enfin non, Federico je fais pas le show, mais c'est pas ce genre de cérémonie quoi. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut modifier le style d'animation ou pas? Réponse Mais, en 2022 ou pas? mais moi j'aime bien comme ça. Ouais. Enfin, disons que les animateurs s'effacent pour le live. Après, ce qu'ils pourraient faire, c'est peut-être revenir à ce qu'ils faisaient une époque, c'est-à-dire 2 scènes. Ouais. Où pendant qu'il y a un live sur la première scène, on désinstalle et on réinstalle sur la deuxième scène, etc. Plutôt que ça évite de meubler comme ça. Bon, on verra bien pour la C'est prochaine vrai fois. que c'est vrai. Est-ce qu'ils vont retravailler encore tout ça? On dit qu'ils font un duo Nagui-Burki pour les victoires. Alors Nagui et les victoires de la musique, c'est une histoire passée depuis quelques temps. Tant que ça reviendra pas dans sa boîte de prod, je pense qu'on verra pas à nouveau les victoires de la musique avec Nagui. Hein. Est-ce que Nagui avait fait les 25 ans avec tous les anciens animateurs? Une bonne question. Je saurais pas te dire. Il y a Jonathan en tout cas qui, pendant que tu recherches, nous demande des nouvelles de la frange de la négociation. Écoutez bien, alors, le programme de Eurovision Junior est à l'autre bout de l'appart, donc je vais pas pouvoir D'accord. vous le montrer en live. C'est dommage. Mais la France va bien écouter. Et puis, on est assez déçus, on a fait le tweet avec l'extrait vidéo. Elodie Gossuin nous a snobé.
Ouais, je c'est suis étonnant, un peu ça. déçu. Moi, moi, j'espérais un petit truc. Je suis un peu déçu. Et je vous Non, on n'a informe, pas je fait quand même à la vous porte. fais une réponse 2 en 1. Vas-y. La cérémonie coupée en deux, c'était en 2011. Très bien. Et 10 ans déjà. pour les 35e victoires où ils Gérard ont Darmon, fait ils les oublient anciens ça. animateurs, où il y avait plein d'animateurs tournants, pardon, en 2020, il n'y avait pas de Nagui. Voilà. Il est resté vraiment en conflit avec l'association des victoires de la musique depuis que s'est fait déposséder pas de la lui. production il y a quelques temps maintenant. Alors qu'ils avaient quand même mis Sébastien Folla et Taïga dans le lot. Oula. C'est-à-dire qu'ils sont allés Ils sont loin. allés chercher loin quand même. Hein. Ah oui, effectivement. Là, Vraiment personne d'autre, quoi. Et l'autre, il Il y est a meilleur plus- aussi, tiens. Question bête, et après peut-être qu'on va conclure, mais Ouais. question bête. Il y a encore le générique avec les t-shirts, je le trouvais cool à l'époque. Non. C'est vraiment une question. Non, Ok, là c'était vraiment un ok. plan drone sur la scène musicale. Très classique. Oh, il y a plus, ok, il y a plus de Mais il générique. y a encore Ok, une cool. musique Super. que les auditeurs de Nagui et Manu connaissent bien, c'est la musique des portraits de Manu. Tin, tin. Ah Ouais, c'est la d'accord. mienne, ouais. On va effectivement passer aux dernières audiences de ce soir. Ce ne sont pas des audiences télé, ce sont des audiences podcast. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais l'ACPM, c'est une autorité une autorité. C'est une entreprise qui valide et qui régule les podcasts et les chiffres d'audience, qui publie plusieurs relevés mensuels de chiffres d'audience, notamment sur la presse. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est audience de la presse. Ils s'occupent des web radios et de tout ce qui est radio diffusé sur Internet. Et ils s'occupent aussi des podcasts. Je sais que Gauthier va nous en dire beaucoup plus dans quelques instants, mais pour vous faire un petit résumé du tableau, hop, attendez 2 secondes. Pour ceux qui nous regardent en live, vous devriez le voir. En premier, c'est Culture Générale de la marque Chose à Savoir. Est-ce que quelqu'un a déjà écouté Culture Générale de chez Chose à Savoir parmi vous? Non, mais je sais que je le vois souvent passer en vrai dans les top podcasts. 1593 épisodes. Donc heureusement, limite, qu'on le voit passer dans les top podcasts, parce que juste en dessous, c'est Transfert de Slate, qui fait 600 000 de moins avec 813 000, mais avec seulement 184 épisodes. On retrouve un deuxième podcast de choses à savoir avec Science, avec 1478 épisodes pour 373 000 téléchargements. En troisième, on trouve Code Source du Parisien, 647 000 téléchargements, pardon, et Bliss Story, 625 000 téléchargements. Au pied du podium, la Story des Échos est 6e. Maintenant, vous savez, de Bababam est 7e. On retrouve encore du Binge avec le cœur sur la table. On trouve Binge pour la première fois avec le cœur sur la table en 10e. Et l'AFP avec son podcast Sur le fil en 11e position. Gauthier? Ben, je pensais que tu avais parlé des podcasts radio. Donc, Non. non, je découvre. En fait, chose à savoir, c'est un podcast qui dure 2 minutes. Je suis en train de vérifier. Donc, c'est un truc que tu écoutes facilement. C'est un truc, 2 minutes tous les matins. Je pense que c'est typiquement le genre de podcast que tu dois lancer sur les enceintes connectées. C'est le cas notamment de Sur le fil de mémoire. Alors, Rem nous dit qu'effectivement, Chose à Savoir est souvent proposée dans mon daily sur Spotify. Oui, puis 2 minutes, tu le lances, hein, ça te coûte rien. T'es pas engagé pendant 1 heure, quoi. Mais oui, alors faut savoir que les podcasts radio sont eux certifiés par Médiamétrie. C'est pas le même institut d'audience qui certifie les podcasts AOD, donc audio à la demande radio, et les podcasts entre guillemets natifs produits par les autres. Alors on nous demande plein de podcasts, on nous demande Autour du feu, merci SLZ d'être à ton repas et de nous écouter. Hugo qui nous demande le Floodcast. On nous demande aussi l'Onodal le podcast. Je te remercie d'être un auditeur fidèle, Jonathan. Non, alors ils ne sont pas pour la simple et bonne raison que pour être dans ce classement, il faut adhérer à la CPM et il faut fournir les chiffres de téléchargement. Et donc c'est quelque chose que tous les podcasts ne font pas pour la simple et bonne raison que ça coûte cher et on n'a pas tous besoin de certifier ces podcasts. Donc nous, le podcast, je le cache pas. Non, J+7 non plus, on n'aura pas les chiffres à CPM, ce serait très étonnant. Oui, donc en fait, c'est le premier de ceux qui payent. C'est exactement ça. Et donc c'est ça qui est très décrié dans ce classement-là, c'est qu'effectivement, alors c'est facile déjà de booster les téléchargements quand tu fais 1600 épisodes, donc c'est quelque chose comme ça. Et aussi, oui, c'est effectivement seuls ceux qui veulent y être. Typiquement, le classement ACPM des web radios, on y a Inter en premier, parce que c'est toutes les radios diffusées sur Internet qui sont prises en compte. Mais par exemple, RTL et Europe 1 ne figurent pas dans ce classement des web radios de la CPM. Hop, je vais vous le sortir ici. Tac, donc en classement, hop, je vais plutôt mettre le classement. Inter avec 28 millions d'écoutes
avec une durée moyenne de 37 minutes, RMC deuxième avec 18 millions, France Info qui talonne avec 17 millions 500. Donc là c'est le classement de décembre 2021. Énergie 8 millions et FIP avec 6 millions 7. Donc FIP 5e en classement numérique, c'est quand même assez incroyable. Sur le classement bien. Pure France, si on va sur le classement monde, FIP reste 5e mais gagne évidemment des auditeurs et se rapproche d'Énergie, tandis que France Info dépasse RMC. D'accord. Non, c'est intéressant. C'est intéressant, mais c'est un vrai que classement du coup, alternatif qui sont avec des chiffres. C'est un peu mon métier pour le coup, mais Oui. qui sont assez fiables, fournis par les différentes stations, mais qui sont contrôlés et certifiés par l'institut qui est la CPM. c'est vrai que du coup, c'est un peu biaisé quoi, pour les podcasts natifs. Quoi. Enfin, c'est... Ça prend en compte aucun indé, qui a pas intérêt forcément non, à c'est payer, surtout si tu mets pas de publicité, t'as aucun intérêt à avoir des chiffres d'audience exacts. Donc c'est aussi un classement qui est là pour se faire mousser, et quand t'as les moyens de pouvoir payer la CPM, etc., effectivement t'as tout intérêt à être dans le classement pour pouvoir te faire mousser et titrer coucou, mon podcast est dans les 3 podcasts les plus écoutés de France. Ça reste quand même des chiffres qui sont pas si énormes que ça, hein. 813 000 téléchargements par mois pour Transfert, on est bien loin des grosses têtes, hein. Ah oui, on en est très très loin, effectivement. Bah après... donc du coup, je peux chier comme j'ai prévu. Vas-y. Non, mais les classements des audiences radio, pour ceux qui écoutent des podcasts radio, vous voyez bien, typiquement, les grosses têtes, vous avez 12 podcasts par jour. Dans le flux des podcasts, il vous en sort 12 par jour. Ça prend en compte tous les téléchargements des 12. Voilà, donc je pense qu'il faut faire une petite division. Vous en avez 12 x 5, et le week-end, vous en avez 4. Donc 12 x 15, voilà, 64. Vous avez 64 podcasts sur une semaine. Et pour 5 émissions inédites. Éventuellement, alors je sais pas 12, si les grosses têtes publient une rubrique, enfin des chroniques à part issues des grosses têtes sur un flux dédié ou pas. Non, potentiellement. C'est un seul podcast. C'est un seul podcast qui a tout dedans. Le seul podcast qui est externe, qui est intégré aussi au flux des grosses têtes, c'est le petit podcast de Florent Gazan qui s'appelle Ah ouais, qui ressemble, je suppose, au savoir inutile ou bon à savoir, chose à savoir de qui, pardon. Culture générale de choses à savoir. Voilà, qui est remis sur le podcast des grosses têtes en plus, mais le reste, c'est que du découpage de l'émission. Ce qu'il faut voir notamment, je parle aussi pour typiquement, quand tu écoutes sur le podcast, il vous envoie vers 13h les indices de l'invité mystère. C'est-à-dire que si vous écoutez le podcast à 13h, vous pouvez deviner l'invité mystère avant d'écouter l'émission. Mais le reste, vous avez que de l'émission qui est découpée, quoi. Typiquement, je sais que pour Inter, les chiffres de Par Jupiter incluent notamment les chroniques issues de Par Jupiter, hors le moment Meurice. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les chiffres qui sont issus d'Inter, Par Jupiter hors le moment Meurice, parce que le moment Meurice fait la plus grosse audience des chroniques de Par Jupiter et une des plus grosses audiences d'Inter toute seule. Donc elle a le droit à sa ligne, elle toute seule, dans le classement. Mais c'est des choses qui sont permises. C'est le même souci sur France Inter. Je suis sûr que si je m'abonne au podcast de Par Jupiter, j'ai l'émission plus toutes les chroniques dans le même podcast. Ça dépend du flux que t'écoutes. Il y a plusieurs types de flux. Il y en a un avec l'émission intégrale, il y en a un avec plusieurs choses dedans de mémoire. Jérémy, moi, je suis abonné au podcast de l'Instant M, j'ai l'édito M en plus. Ah ouais, d'accord. Ok. Je découvre des trucs. Je pensais pas que ça. C'est pour dire que quand vous avez tous les mois les radios qui se branlent sur leurs audiences podcast, on va raison garder. Hein. D'accord. Mais alors, effectivement, creuser un peu pour cerner ce qu'il y a vraiment derrière les audiences. Est-ce que ça inclut ou non, on va dire. Juste, est-ce que ça inclut l'intégrale de l'émission ou est-ce que ça inclut comme les grosses têtes tout à l'heure, comme c'est saucissonné Ça inclut tout. En gros, ça va inclure tout ce qui est dans la marque comprise par l'émission. T'as des émissions, par contre, typiquement Affaires Sensibles, t'as aucune gruge parce qu'Affaires Sensibles, t'as pas de chroniques qui sont d'Affaires Sensibles qui sont poussées dans le flux. T'as que Affaires Sensibles. D'une heure, c'est pas coupé en 3 ou 4. Non, non c'est rare. Sur Radio France, généralement, c'est les piges qui sont fournies directement. Donc ça envoie l'intégralité de l'émission, contrairement effectivement à soit certaines radios, soit certains podcasts indés aussi, et je vais citer VMR, qui découpent tout ou partie de ces émissions pour faire plusieurs téléchargements. C'est une manière, c'est comme le découpage médiamétrie pour les émissions télé, là c'est le découpage médiamétrie pour les podcasts, simplement. C'est dans ton loop, quoi. C'est pas la même chose. Pour Vaut mieux en rire, l'émission est coupée en 3 parce que c'est une émission de 3 heures et c'est vrai que des fois faire un podcast de 2h20 c'est peut-être un peu long. Et on sait que les gens, ils aiment bien écouter l'émission heure par heure. Donc, c'est aussi pratique pour eux d'avoir une émission en 3 bouts. Contrairement aux grosses têtes où l'émission, ok, elle est entière. Mais les autres fichiers dans le podcast, c'est des extraits de l'émission.
C'est pas. C'était la question que je voulais poser justement parce que je comprenais pas comment ils pouvaient découper leur Oui, délire. c'est plus directement, non, parce que comme c'est coupé toutes les 5 minutes par soit de la pub sur un disque, soit les infos. Oui. Non, mais typiquement, les grosses têtes, pour ceux qui écoutent, vous savez qu'à un moment, vous avez les bien, fake news, vous avez qui est qui fait quoi, vous avez le livre du jour, vous avez un coup de fil actualité. Bah, juste ces et les invités mystères, ces 5 podcasts sont redécoupés en podcasts indépendants. C'est-à-dire, vous avez le fichier de l'émission entière et vous avez les 5 autres en rap, c'est exactement les mêmes. Ce qui est en termes d'expérience utilisateur désastreux d'ailleurs. Ah, mais totalement. C'est un enfer. Tu perds Donc tout le monde. voilà. Donc c'est pas le même découpage que fait par exemple Vaut mieux en rire. C'est parfois même un manque de respect, ça arrive souvent. Alors moi je suis abonné aux origines de David Kessel-Lopez sur Europe 1, de me retrouver avec des émissions de clap de Laurent Cheléois, qu'on salue, poussées dans mon flux, alors que vraiment je suis pas abonné à ça, mais ça fait aussi découvrir des podcasts, gonfler des chiffres d'audience, etc. Ce qui est pas une pratique qu'on a envie de voir et qu'on a envie d'entendre, de voir apparaître dans son flux podcast, quoi. Ce qui est assez dérangeant quand tu es abonné à plusieurs podcasts de la même marque radio et que tu vois le podcast poussé sur tous tes flux d'un coup. Il y a des manières plus subtiles de dire coucou, on a de la nouveauté, comme le pré-roll, comme le post-roll, qui vont dire, bah regardez, on a poussé un nouveau podcast, n'hésitez pas à l'écouter, mais voici votre contenu habituel, mais qu'on te pousse pas un contenu que t'as pas voulu dans ton flux, quoi. C'est pas agréable, en tout cas. Est-ce qu'il y a une autre gueulante à passer sur les podcasts ou c'est bon? Moi, j'apprends des trucs. Ouais. Personnellement, voilà. Donc, on est là pour ça. Moi, je suis là pour vous écouter et apprendre des choses. Je m'enrichis en fait de vos paroles. Je suis sûr que si Médiamétrie change les règles du jeu de comptage de podcasts, bah les éditeurs radio vont aussi changer leur façon de remplir les podcasts. C'est la règle, c'est la règle du jeu, j'ai envie de dire. Si on vous dit typiquement, bon bah maintenant on compte juste pour une émission quotidienne un fichier par jour, que vous mettiez un fichier ou 12 fichiers dans le podcast, peut-être qu'ils vont arrêter de découper l'émission et ils vont juste mettre l'émission entière sur. Mais comme quand Médiamétrie dira un jour, on vous arrêtez de faire des découpages d'audience dans la même émission, si on voit que c'est la même émission avant et après. Mais ce qui a un effet aussi, on n'y pense peut-être pas assez. En général, les fichiers RSS de podcast sont limités à 100. Enfin, sont limités. En général, ils en mettent une centaine. Sauf que quand tu écoutes une émission de grosses têtes, à l'époque où il y avait un fichier par jour, bah, tu avais 100 jours de grosses têtes. Bah, maintenant, vu que tu as 12 fichiers par jour, bah, tu fais 100 divisé par 12 et forcément, tu as moins de jours de recul. Ouais. Donc, typiquement, si je veux écouter le podcast des grosses têtes d'il y a, allez, je dis n'importe quoi, 2 semaines, je suis sûr qu'il est plus dans le fichier RSS. Je suis obligé d'aller sur le site d'RTL.fr et de retrouver la page de l'émission pour aller l'écouter. Ça, pour le coup, c'est pas choquant. Typiquement, Radio France, c'est la même chose avec des podcasts qui disparaissent au bout d'1 ou 2 semaines. Mais là, c'est une politique totalement éditoriale de dire, si vous voulez les anciens contenus, vous allez sur le site ou sur l'appli Radio France. Radio France, c'est une politique éditoriale. Pour les autres radios, c'est juste que ils arrivent au bout de leur forcément assumé. fichier. Bah, typiquement, quand je pense à une émission quotidienne qui devait pas être découpée, je pense à Tout à gagner, le jeu de Bruno Guillon la saison dernière où tu avais juste l'émission du jour. Je pense que t'es arrivé au mois de juin, tu pouvais encore écouter l'émission de septembre ou d'octobre qui était au bout du flux RSS. En tout cas, je pense que les podcasts, on en reparlera dans un prochain J+N. N'hésitez pas à nous suivre pour tous ceux, je vous remercie, tous les follow, Red Carpet, Daco TV, Sanmibor, Moncap, TCPR. Salut. N'hésitez pas à nous écouter en podcast. D'ailleurs, on est en podcast sur toutes les bonnes applications. Pas découpé. Pas découpé. Non découpé, mais chapitré. Si vous nous écoutez notamment avec Podcast Addict, nous chapitrons toutes nos émissions pour pouvoir, que vous pouvez essayer, si vous aimez que les audiences ou que le Média Express, vous pouvez écouter que ça, si vous voulez. Et ça, c'est génial. Mais du coup, on en reparlera très vite. On va passer, par contre, tout de suite au sujet de l'émission. Le sujet, c'est Arte. On va commencer, par une question piège pour vous, et aussi pour le chat. Je compte sur vous dans le chat. Est-ce que vous regardez des programmes d'Arte ? Et je parle bien d'Arte au sens large. On en reviendra juste après, d'ailleurs. Ah, techniquement, oui, un peu, ouais. Lesquels ? Mais pas beaucoup. Je regarde Intéressant de David Kessel-Lopez. Techniquement, ça compte. Hein. Ça compte. C'est un programme court, mais voilà. Un peu de 28 minutes, ça peut m'arriver de temps en temps, juste pour voir le sujet, ça peut arriver, quoi. Mais voilà. Surtout ça, et je réfléchis, mais autrement, je vois pas d'autres trucs. Bah si, ça compte pas. Hein. Si, je regardais, mais alors malheureusement pour l'instant, ils ont pas annoncé de saison 2 et a priori c'est mal parti, mais Laserdisc, je regardais un peu Laserdisc sur Twitch. Gauthier. Carambolage, un peu le dessous des cartes des fois, mais pas à la télé sur le non-linéaire, et on va détailler tout ça tout à l'heure. Et je repensais à un jeu qui passait il y a 15 ans sur Arte, un jeu de mémoire. Oula. Il y avait un jeu de mémoire. Un jeu sur Arte Ouais.
C'était un jeu sur la mémoire qui s'appelait, je vais vous retrouver le titre. Hein. En attendant, Jérémy. C'est drôle, un jeu sur la mémoire, tu l'as oublié, je trouve ça rigolo. Ironie, ouais. Jérémy, est-ce que tu regardes Arte un peu pas plus tard que tout à l'heure, là, avant l'émission. Incroyable. Maintenant, c'est ma deuxième question. Je vais commencer par toi, Jérémy, du coup. Sur quelle plateforme tu regardes Arte ? Sur la télé, directement. Sur la télé, sur le canal 7, comme les anciens le font. Oh, les boomers là. Les boomers. Je suis vite tech, C'est alors. énorme boomer. Tu regardes Arte en linéaire. Non, mais c'est intéressant parce que ça va être un des gros sujets de discussion qu'on va avoir. Gauthier, où est-ce que tu regardes Arte, toi ? Pas sur la télé. Et Tu voilà. regardes où ? Soit sur arte.tv, soit sur YouTube, comme nous allons parler de YouTube. Et toi, Pacôme ? Eh bah, du coup, moi, ça va être YouTube et Twitch principalement. Je suis un peu comme toi. Je réponds aussi à la question. Je regarde pas mal le Vortex, qui est coproduit par Arte, qui est sur YouTube. Et ouais, le Vortex. Bien sûr. Je regardais pas mal Laserdisc. Je regarde beaucoup Intéressant aussi sur Arte. N'hésitez pas dans le chat aussi à répondre où est-ce que vous regardez Arte. Et c'est vrai que moi je regarde principalement sur YouTube Arte. Je regarde très peu sur arte.tv. Je regarde encore moins à la télé linéaire, hormis quelques programmes. Ça m'arrive de temps en temps, si le samedi soir je suis devant la télé, de mater Trax. Parce que c'est toujours un plaisir de regarder Trax. Le canal 7 ou le canal 77 Sur le 7. Ça m'est arrivé d'en regarder quelques-uns. Et attends, je vais remonter un peu dans le chat. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit le dessous des cartes sur YouTube. On y reviendra. Oui. 28 minutes, que les documentaires sur YouTube, on nous dit. Ah, ça c'est intéressant, les documentaires d'Arte sur YouTube. Carambolage, court-circuit, ouais, l'émission des courts-métrages. Ouais. Silex and the City, ce genre de mini-série, les mini-séries d'Arte. Ça aussi, on va en reparler tout de suite. Le dessous des cartes, une émission très appréciée des professeurs d'histoire géo au lycée, je peux vous confirmer, nous dit Rem. Mais ça m'étonne pas, le dessous des cartes, qui est une émission qui dure depuis, j'allais dire depuis le lancement d'Arte, non, depuis la 7, depuis avant même Arte, les dessous des cartes. Ça, c'est incroyable. Des fois, c'est diffusé, hein. Ah ouais, c'est la longévité de cette émission, elle est incroyable. C'est pas depuis 1990, un truc comme ça, justement, les dessous des cartes. En tout cas, on nous dit aussi en linéaire via MyCanal sur YouTube et parfois à la télé, essentiellement YouTube, arte.tv pour les séries uploadées, Apple TV sur Arte TV sur Apple TV. Bon, 1990, effectivement. Ça fait en tout cas une belle diversité de gens qui regardent Arte et de... Je veux pas faire un sondage pour savoir si vous êtes jeune, mais je suppose que vous êtes plutôt jeune, vous aussi dans notre chat. Pourquoi on parle d'Arte ? Est-ce qu'Arte fête ses 30 ans ? Ah là là, déjà. Qui a 30 ans dans le chat ? Non. C'est une chaîne qui a été... moi. T'es un, Salut. puis ça te dit. Ça va, Oh, fait bon anniversaire en retard. Merci, bon monsieur. anniversaire. Arte fête ses 30 ans. La chaîne est née le 30 mai 92 sur les cendres de la 7 en France. Chaîne européenne, chaîne franco-allemande à la base, qui l'est évidemment toujours dans son fonctionnement. Et Arte qui fête ses 30 ans et commence à communiquer dessus, notamment dans les bandes annonces, où la chaîne labellise un certain nombre de ses programmes avec le petit logo des 30 ans qui apparaît. Et c'est à cette occasion, le directeur d'Arte, Bruno Patino, a donné une interview au Journal du Dimanche. C'est là-dessus qu'on va principalement revenir là dans le quart d'heure qui vient. Il a parlé de plusieurs points. Le premier grand point, donc une interview au JDD avec Revel. La première question, c'est est-ce qu'Arte est une chaîne jeune ? C'est vrai qu'on a eu beaucoup, alors on retrouve, j'avais publié un extrait sur Twitter il y a quelques temps, des débats qu'il y avait à la création d'Arte, au moment Arte c'est une chaîne élitiste, Arte c'est une chaîne qui intéresse personne, et là on est arrivé à c'est une chaîne qui est regardée beaucoup par des jeunes et qui est loin d'être la chaîne chiante qu'elle a pu être, qu'elle a été aussi, elle a été élitiste à sa création, ça lui a été reproché, notamment l'habillage a été modifié à cause de ça, pas comme. Non, un bon exemple justement de la démonstration de l'élitisme d'Arte, c'est les sketchs qu'avaient fait les Inconnus à l'époque sur l'A7 puis sur Arte, qui étaient dans la même continuité puisque c'était le même décor et les mêmes personnages, qui montraient vraiment le côté... En fait, c'est vraiment le côté culturel dont les téléspectateurs avaient un peu peur, mais je pense qu'il faut aussi prendre du recul parce que ça a permis un flot de créativité assez hallucinant déjà à l'époque de la 7 et qui s'est perpétué sur Arte juste après. Ouais, c'est important. À Arte qui a longtemps été une chaîne seulement effectivement de 19h à 5h. Je le vois dans le chat, Sam qui me dit j'ai connu la 5 sur le même canal. Et oui. Ah bah ouais, carrément. Donc Arte, mais Arte est 19, ouais. Le canal partagé, je l'ai bien connu aussi. Donc du coup, c'est vrai qu'Arte, ça fait que depuis quelques années, que depuis enfin le câble et satellite un peu avant, mais ça fait que depuis quelques années qu'on voit Arte dans son entièreté
et qu'elle s'est vraiment développée sur le numérique. C'est d'ailleurs ce que nous dit Bruno Patino dans l'interview. Arte, c'est une entreprise qui a réussi sa mutation pour passer d'une chaîne de télévision culturelle, on en parlait, à un bouquet de propositions éditoriales. On va revenir un peu sur l'ensemble des propositions éditoriales d'Arte. Arte Concert, ça on va pas y revenir. Tout le monde voit ce que c'est à peu près Arte Concert, des concerts de festival, la musique, concerts de festival, aussi beaucoup de concerts classiques, beaucoup d'opéra. Arte c'est connu pour l'opéra. Donc ça, on a la plateforme Arte Concert. Arte Concert, ça a aussi pas mal été de choses. Vas-y, pas comme. Non, j'allais dire pas que l'opéra, parce que moi je regarde un peu Arte Concert, notamment pour le Hellfest. Il y a pas mal de concerts qui sont retransmis par Arte Concert et c'est vachement cool. Et j'allais dire aussi la musique électronique parce qu'ils avaient participé au United We Stream, notamment pour tous les bars et discothèques qui étaient fermés à Berlin, donc au lieu de la musique électronique. Et Arte avait pas mal soutenu le secteur en diffusant ces lives-là. Donc Arte Concert, c'est vrai que la programmation est extrêmement éclectique. Ça va de l'opéra à l'électro en passant par le Hellfest. Si je vous parle d'Arte Créative, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Ouais. Du tout. Pas comme je savais que ça allait dire quelque chose. À ton avis, qu'est-ce que c'est Arte Créative ? Pour toi, qu'est-ce que ça représente ? Attends, je revérifie. Non, c'est pas en lien avec la création de fiction justement. C'est les web-séries, enfin les web-séries. Les formats courts sont estampillés Arte Créative. Moi, j'ai toujours peur de dire une bêtise. Alors tu sais, j'ai besoin de revenir. Non mais c'est vrai. Mais parce que Arte Créative en tant que tel n'existe quasiment plus. C'est plus qu'une des chaînes YouTube d'Arte. Parce qu'en fait, Arte s'est extrêmement développé sur les nouveaux médias, a fait exploser sa marque Arte Créative pour, au final, la transformer en marque Arte tout court. C'est le cas notamment du Twitch d'Arte. Il y a 3 programmes, alors plus que 2 en ce moment, qui sont diffusés. Il y a Laserdisc, qui était du coup l'émission musicale qui, a priori, n'aura pas de saison 2, qui vient de se terminer là. Il y a FAQ, qui est une émission de débat de société, qui est sur Arte. Et il y a Jour de Play, qui est une émission jeux vidéo, alors qu'il y a un spin-off notamment. Dernière partie. Ouais, une dernière partie. Et c'est un genre, au final, le jeu vidéo sur lequel Arte est présent historiquement, parce qu'ils ont notamment pas mal développé le jeu vidéo. Ils ont un studio Arte, et ils ont aussi déjà organisé des game jams. Donc c'est assez chouette. Il y a un jeu sur la typographie qu'ils avaient réalisé il y a quelques temps, qui est incroyable. Et donc ça, peu de personnes le savent. Mais alors attendez, je vais même regarder comme c'est préparé. Hop. Oh là là, Misty. Hop. Oh là là, c'est magnifique. Présenter toutes les productions numériques d'Arte en jeux vidéo. Voilà, ils ont Alt Vacancies, Vectronome, s'il y en a qui y ont déjà joué. Donc il y a plein de propositions de jeux vidéo et c'est un genre qui est très présent. Typewriter, qui est très bon sur la typographie. N'hésitez surtout pas à regarder. Ouais. Ah ouais. Je connaissais pas. Ah non, c'est incroyable. Sur les Twitch, je reviens juste rapidement sur les Twitch. C'est beaucoup de coproduction. FAQ, c'est une coproduction avec Upian, Laserdisc avec Blocotech et Jour de Play avec ICAO. Et c'est des choses qui sont ensuite redistribuées soit sur Arte.tv, soit sur YouTube, notamment avec Jour de Play et la sauvegarde, qui est un replay best-of, entre guillemets, rééditorialisé par rapport à ce qu'ont pu dire les intervenants pendant l'émission, ce qui est une proposition éditoriale assez chouette. Et donc, Jérôme, c'était le mémo quiz que tu voulais nous dire tout à l'heure. Exactement. Ah oui, ça me dit un truc. Ah ouais. Qui était en 2006. Ça ne rajeunit pas. Ça date. YouTube. J'étais né. Oh, pas comme t'es né. Oui, j'étais né, Bravo. figure-toi. Bah dis donc. Bah écoute. Une émission de pas comme se souvient quand il était né, bravo. Bah, non, je m'en souviens pas par contre, mais ça me dit un truc quand même. On parlait de YouTube, évidemment des coprods, on parlait du Vortex tout à l'heure, et Sam qui nous dit, Sam Nibor, pardon, qui nous dit dans le chat, pour un Vortex a été tellement la patte NES-Block que j'avais oublié que c'était Arte. Oui, c'est une coprod, enfin c'est Arte, NES, et même Orange d'ailleurs qui est dedans. Et Orange, ouais, c'est ça. Ça, par contre, on a totalement tendance à l'oublier. Oui, complètement. Arte a aussi produit il y a quelques années Beats, qui était une émission dédiée à toute la web culture, qui était assez sympa, qui était aussi dispo sur arte.tv. Vachement bien, Beats. Tu parlais des web-séries. Effectivement, Arte, c'est beaucoup de web-séries. C'est beaucoup de programmes courts. Alors, quelques-uns, 18h30, comment j'ai hacké mes intestins, etc. Qui sont dispo sur arte.tv, qui sont dispo sur YouTube, généralement dans leur intégralité, mais qui sont aussi dispo sur Instagram. Ah, j'allais le dire, ouais. C'est vrai. J'ai avec vu une DA que le je trouve format incroyable de leur Instagram. Qui est magnifique, et tous les épisodes sont dispo dans leur intégralité. Donc là il y a 6 minutes pour Fluide. Si on va sur Patience mon amour, on retrouve des épisodes qui durent 13 minutes. Oh là là, c'est à Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on t'aime. Et donc du coup on retrouve les épisodes en intégralité aussi sur Insta. Je sais que t'allais y revenir. Vraiment bien pensé, hein.
Non, c'est vraiment bien pensé. Il y a un des programmes courts que j'avais un peu suivi, je crois, sur Instagram, mais j'ai oublié son nom. Je crois que c'était 18h30, justement. Oui, 18h30. Ouais. Et c'est sympathique à suivre. Non, c'est hyper bien pensé. Et on a aussi rajoute à ça. Des séries en 360, comme 1m20, qui a été réalisé aussi comme un film VR en 360 degrés, qui était un complément des 6 épisodes de la série, donc sur le transmédia. C'est pas nouveau le transmédia pour Arte, je pense à la série About Kate il y a quelques années, il y a quasiment 10 ans maintenant, qui était déjà quelque chose qui jouait avec le principe du second écran pour avoir une nouvelle narration sur les différents supports. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quasiment partie intégrante d'une série produite par Arte maintenant, c'est qu'on la retrouve rarement que sur linéaire, on la retrouve quasiment toujours en transmédia, il y a toujours un truc qui va avec. Je pense aussi typiquement à la série, le entre guillemets spin-off de SS 117. Ah oui, au service de la France. Au service de la France, qui avait eu pendant longtemps un site internet avec plein de petits bonus dessus, qui était assez chouette, qui a malheureusement fermé, alors que la série est quand même encore assez regardée. Est-ce que selon vous... Alors attends, juste, je m'interromps moi-même. Bilan d'après Bruno Patino, 65% des contenus diffusés sur arte.tv ne le sont pas sur l'antenne, ça représente 8000 heures. En 2 ans, ils ont doublé leur audience sur les 15-34 ans, ce qui est quand même assez énorme, alors que personne ne sait aujourd'hui qu'Arte est une marque jeune, sauf les jeunes a priori, et c'est une marque qui revendique, Arte.tv revendique 18 millions d'abonnés sur les différents supports. Donc la question que j'ai, c'est est-ce que selon vous, c'est enfin un renouveau d'Arte qui aurait cassé son image plan-plan, qui lui colle un peu à la peau depuis sa création, pas comme. Moi, je pense que ça fait assez longtemps en fait. Ce qui est intéressant avec Arte, tu as cité tellement d'exemples qui sont hyper chouettes et qui démontrent bien la force de frappe numérique d'Arte depuis quelques années. Là où il faut justement être pour attirer un public jeune qui, on le sait et on en a parlé maintes et maintes fois, n'est plus forcément devant le petit écran. Donc c'est intéressant justement que tu parles de transmédia. Cette notion de transmédia, elle est dans l'ADN d'Arte et à ce niveau-là, effectivement, c'est quelque chose d'assez récent. Pour autant, je pense que la chaîne, elle a réussi à casser son image élitiste depuis pas mal de temps parce que moi je pense à 2 choses. La première, les soirées cinéma, et qui sont quand même aujourd'hui des audiences majeures pour la chaîne, qui a un catalogue cinématographique qui est quand même assez imposant en prime et qui souvent arrive en tête des audiences de la TNT le soir. Et aussi les séries. Parce que ça fait partie des chaînes, je vais citer Canal+, mais ça fait partie de ces chaînes comme Canal. Bah, c'est étonnant de ma part. Non, je l'ai cité tout à l'heure pour une autre raison, je vais te dire après. Ah bah écoute, mais ça fait partie de ces chaînes qui ont misé assez rapidement sur les séries en se disant c'est là où il faut être et c'est là où il faut créer, à une époque où la télévision française, les grosses chaînes, avaient tendance à miser davantage sur les séries américaines parce que moins coûteuses et parce que c'était une assurance d'audience. Je pense à des genre des Grey's Anatomy qui marchent encore pas trop mal aujourd'hui, mais il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait citer. TF1 avait fait un peu son fonds de commerce au moment de la présidence de Nance Paolini notamment, mais c'est là où Arte a vraiment créé un truc particulier, c'est que elle a vraiment remis en valeur la création française dans le monde serial. Je pense par exemple, on parlait d'Au service de la France, ça en fait partie, et je pense aussi à Petit Quinquin qui avait eu un bouche à oreille qui avait beaucoup fait parler de lui à l'époque, un peu moins sur la saison 2 qui est arrivée très tardivement. C'est un peu le problème souvent des séries à succès qui ont un succès un peu improbable, c'est que derrière quand tu vas faire une saison 2 ans après, c'est compliqué de retrouver un public. C'est le pareil pour Les Revenants. Mais voilà, je trouve que c'est justement là où Arte est intelligente en tant que telle, c'est évidemment à travers ses émissions, à travers ses programmes en journée, mais c'est aussi dans sa stratégie d'attirer tous les publics et d'être dans l'air du temps en fait. Et ça fait depuis un certain temps. Stratégie d'acquisition, tu parles beaucoup de séries françaises. Yassine Mibor qui nous rappelle, je lis dans le chat, Arte, c'est eux qui importent Breaking Bad en France. Déjà. Alors ça, j'avoue, j'ai zappé. Ouais. Et Arte, c'est aussi un grand vecteur de création européenne. C'est souvent les premiers, et généralement les seuls, à diffuser des séries norvégiennes, des séries danoises, etc. Je pense à Occupied, il y a quelques temps, qui avait été diffusé sur Arte. Je pense à Borgen, ça on en parlera. Borgen, je pensais que c'était Canal, moi. Je sais pas pourquoi. Je m'étais mis Borgen, c'est Arte, et saison 5 annoncée, mais sur Netflix. D'accord, ok. Parce que ça va être coproduction Netflix pour la saison 5. Alright.
est-ce que ce modèle alors, juste avant de parler de modèle de surdistribution, je vais faire un petit topo sur arte.tv. Bruno Patino en parle, dit que c'est actuellement une plateforme à succès en France et en Allemagne, et ils veulent transformer en plateforme multilingue de référence en Europe. C'est quelque chose qui est dit depuis un certain temps maintenant du côté d'Arte, qui propose des programmes en 7-8 langues sur certains de ces programmes. C'est déjà une motivation, et qui attend notamment un soutien toujours plus fort de la Commission européenne là-dessus, sur ce sujet-là. Pour une plateforme française, je trouve que c'est vachement bien ce côté multilingue, honnêtement. Et qui nous dit aussi, alors, il parle de deux choses sur arte.tv. Il parle d'un côté du canal 77, tu en parlais tout à l'heure, Jérémy, la fameuse 77 d'Arte, qui est encore en test en France d'ailleurs, qui n'est pas un canal définitif, mais qui, d'après Bruno Patino, représente environ 30% de l'offre OTT d'Arte. Alors, qu'est-ce qu'il entend par offre OTT d'une part? Qu'est-ce qu'il entend par 30%? Et quels sont les chiffres globaux? Est-ce que, par exemple, ça prend en compte juste le bouton rouge d'Arte, qui fonctionne aussi? Est-ce que ça prend en compte au final que Arte sur les télés connectées, ce qui peut-être est pas un grand parc au final, donc c'est facile de faire 30%. Bon, les chiffres sont somme toute relatifs, mais en tout cas, et ça c'est un point qui est super intéressant et qui va aboutir à une discussion que je vais lancer juste ensuite, démocratiser l'accès à arte.tv pour tous ceux qui n'ont pas une box ou une Apple Télé. C'est la motivation dans le fait de faire le canal 77. On se souvient que Salto avait dit ça, mais Salto n'a jamais réussi à déployer Salto sur HbbTV, et donc est en train de se tirer de ça. Un dernier point, notre responsabilité, dès lors que nous sommes financés par la redevance, c'est que le plus grand nombre puisse bénéficier d'une chaîne exigeante et accessible. Est-ce que c'est pas un petit pied de nez à France Télé qui nous fait Bruno Patino là-dedans? Ça peut. C'est pas surtout ce qu'ils font déjà en allant un peu partout, genre sur YouTube, sur Twitch, etc. Ah oui, c'est totalement ce qu'Arte fait. Mais du coup, est-ce qu'il dit coucou? Nous, on est financé par la redevance, et pas qu'en France, on est aussi financé par la redevance allemande. On considère, nous, notre rôle, c'est d'être présent partout. Là où France Télé, on en parlait pas plus tard qu'il y a 2 semaines, épisode à réécouter sur j+7.fr, que France Télé est en train de retirer petit à petit quasiment tout de YouTube, et plus trop présent, hormis Slash, sur les plateformes. Est-ce que Arte essaye pas de donner une leçon via ses 30 ans et via... il parle alors en thérapie, toujours les grands chiffres d'Inthérapie avec la saison 2 annoncée, 53 millions de vues en 6 mois, avec un effet pandémie. Il parle d'un effet pandémie qui aurait été vécu par quasiment toutes les plateformes. Mais est-ce que du coup, il dit pas, regardez, nous on est partout et notre stratégie c'est d'être partout. Est-ce qu'il dit pas, bah regardez, on fait le taf d'autres qui devraient être là aussi à nous concurrencer là-dessus? C'est en vrai, c'est une bonne question. Je voulais justement parler de l'exemple de France TV qui est à la traîne avec YouTube, et on en avait effectivement déjà parlé du fait qu'ils supprimaient tour à tour les émissions de YouTube de manière à la fois compréhensive et incompréhensive. C'est-à-dire que j'entends la stratégie de France Télé de devoir tout rapatrier sur sa plateforme France.tv et d'attirer les gens vers ça. Mais en fait, c'est vraiment oublié. Et vous citiez, j'étais pas là à ce moment-là, vous citiez Parigo, et c'est vrai que t'as moins ce rapport à la communauté. Et c'est ce rapport-là, je pense, que veut aussi conserver Arte et qui est indispensable aussi à n'importe quel contenu, parce que tu peux pas avoir le même rapport sur un service de streaming ou de SVOD comme l'est en France.tv, comme l'est un Arte plus 7. C'est intéressant d'avoir aussi cette autre fenêtre de diffusion, aussi bien pour attirer un public encore une fois plus jeune, et aussi pour avoir effectivement ce rapport à la communauté, quoi. Donc ouais, c'est possible qu'il y ait un pied de nez à France Télévisions qui en fait a des idées, mais va un peu dans tous les sens, quoi. C'est au moins il y a une stratégie qui est fixée chez Arte, en tout cas davantage organisée et réfléchie. Là où France.tv, j'ai un peu l'impression qu'ils vont à tâtons, ils vont pas à pas faire des trucs. Ça marche pas. C'est pas ça. C'est compliqué. C'est un point de vue après, voilà, perso. Oui, parce que là, France Télé commence à remettre des extraits d'émissions. Alors, on le fait notamment avec Parigo, on en a parlé il y a 2 semaines. C'est ce que nous dit d'ailleurs Zarblux à l'instant sur le chat. Parigo plus dispo sur YouTube, Arc des extraits de 2 minutes. Et puis maintenant, des extraits de l'émission sans mettre le lien vers l'émission dans la description. C'est quand même un bel acte manqué au final. Bah, que fait le CM en fait? Ça suffit. Peut-être qu'il n'y a pas de CM. Après, ça peut se comprendre aussi. À l'époque, il y avait les On n'est pas couché, les Ça commence aujourd'hui en intégralité sur YouTube. Mais si tu peux pas récupérer les revenus publicitaires liés à ton contenu, c'est vrai que ça peut être problématique.
Il y a Valentin qui nous dit dans le pas chat. tant le problème de finance en soi, parce que bon, quand t'es une chaîne, quand t'es un groupe de télévision qui diffuse sur YouTube, ouais, les revenus, à la limite, peut-être des questions de droit d'auteur et encore, mais sinon, je pense que c'est pas un objectif à atteindre. Mais en tout cas, c'est pas comme ça, je pense qu'il faut le penser. C'est peut-être comme ça qu'elle le pense. Du côté de France Télé, j'en sais rien, mais je pense que c'est pas comme ça qu'il faudrait imaginer la chose. Mais bon, après. Sachant quoi, il y a un point que nous dit Valentin sur le chat, c'est une question d'habitude. Le public est plus captif sur YouTube, il veut une seule plateforme où te retrouver. Ce public-là est très difficile à attirer vers une plateforme spécifique, encore plus s'il y a le filtre de l'inscription. C'est vrai que France.tv, il faut en plus être inscrit pour regarder les vidéos, ce qui est généralement une question de RGPD aussi, parce que J'avais fait beaucoup de débats. Hein. Ouais, mais si jamais tu veux proposer de la recommandation, etc., généralement, tu es obligé de proposer un login pour pouvoir analyser les vidéos qui sont regardées, pour pouvoir proposer les contenus qui t'intéressent. Ce que YouTube fait facilement, parce que tout le monde a un compte YouTube. Donc, effectivement, je comprends aussi le point de vue de France Télé qui dit, nous, on veut pas être prisonnier de l'algorithme YouTube, et si jamais Google a plus envie de nous, qui nous bascule au fond, et au final, tous nos investissements, ils sont perdus, et plus personne n'est ni sur YouTube, ni sur notre plateforme, et au final, on a raté ça. Là où Arte dit, nous, on préfère mettre tous nos yeux dans tous les paniers, être un peu sur YouTube, un peu sur Insta, un peu chez nous, et au final s'il y en a un qui nous baisse un peu, on a quand même toutes les autres qui peuvent nous permettre de réattirer des gens vers chez nous, pas comme. Je sais plus si ça avait été déjà parlé dans l'émission, mais il y a un compromis que fait aussi Arte, enfin c'est pas vraiment un compromis, mais pour éviter d'avoir une saturation de vidéos sur YouTube, il supprime au fur et à mesure en fait des vieilles, par exemple des intéressants. C'est une connaissance Ignaise, s'il nous écoute, qui nous avait dit ça, que des vieux intéressants avaient été supprimés de la chaîne de 28 minutes. Ce qui à la fois peut être un peu rageant parce qu'effectivement c'est un peu couillon. Le principe d'une vidéo sur YouTube, quand tu la publies, c'est de pouvoir la garder aussi un certain temps, enfin pendant une longue durée. Arte choisit une autre stratégie. On l'accepte ou on l'accepte pas, mais voilà, c'est intéressant à noter. Et d'ailleurs, ça me fait penser, mais ça peut-être que tu voulais en parler dans un autre point, mais tout ce qui est documentaire et film aussi qui est diffusé sur YouTube, ça par contre c'est vachement bien. Qui sont à chaque fois sur les durées limitées, typiquement sur YouTube. Exactement. Intéressant et aussi supprimé d'Arte.tv, donc je pense que c'est pas forcément une question de YouTube, pas YouTube, mais peut-être plus une question de droit avec le producteur. Ou une question de juste, on n'a pas envie de tout laisser, même sur notre plateforme à nous, si jamais on fait des rediffs, etc., ce qui peut se tenir. Ah, c'est possible. Les documentaires, c'est vrai que c'est plus des stratégies de fenêtres limitées sur YouTube, et ensuite de pouvoir quand même accéder à un back catalogue sur le site. C'est un peu la même stratégie, on en parlait que Radio France avec la distribution sur les applications de podcast. Proposer du contenu frais là où tout le monde est, et garder un fond de catalogue et potentiellement attirer du monde avec tout un ensemble de programmes disponibles sur sa plateforme. Ouais, mais pour le cinéma, je trouve que ça a une vraie valeur ajoutée. Enfin, globalement, je trouve que le fait de pouvoir avoir accès sur YouTube par le biais d'Arte à des films pendant une certaine durée. Moi, je me souviens qu'ils avaient diffusé pas mal de films de Xavier Dolan un temps. Alors, je trouve que c'est, enfin, ou peut-être que juste les Amours imaginaires. Remarque, je vais peut-être un peu loin. Mais je trouve que la stratégie, elle est vraiment, elle attire du public en plus, elle attire du monde mine de rien. Cette stratégie, et elle est très intelligente, je trouve. Et normalement, il y a des films complets, il y a des documentaires, notamment un documentaire sur Bill Murray, plein de courts-métrages. C'est vrai que la chaîne Arte Cinéma est quand même pleine de contenu. Elle est pleine à craquer. Et c'est vraiment trop bien. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, les programmes courts, la chaîne des programmes courts d'Arte, qui propose quasiment toutes les mini-séries, qui sont aussi dispo soit sur sa chaîne d'Arte Créative, soit sur les leurs. Mais en tout cas, tout est là. 1m20, tu as typiquement dispo sur YouTube. Qu'est-ce qu'on dit dans le chat? La vérité, on regardait au NPC le dimanche matin sur YouTube. Ah ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Jonathan qui me dit c'est une chaîne publique, les revenus sur YouTube c'est accessoire. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas faire une plateforme de la télévision publique avec toutes les vidéos des TV publiques au même endroit? Ce serait un bon début. Alors, Salto? Ah non, pardon, c'est pas vrai. Il me semble qu'il y avait un moment un projet, notamment porté par Delphine Ernotte, de réseau social des télévisions européennes. Qui pouvait porter un peu... Enfin, ils ont la version avec l'actualité, c'est-à-dire si tu vas sur France TV Info, enfin France Info.fr du coup, pardon, t'as quelques articles des autres médias européens. Vue d'Europe, exactement.
Donc t'as un peu ça sur l'info. Effectivement, mais il me semble que ouais, il y a des travaux en cours là-dessus. Il y a moyen que si jamais France Télé se désengage de Salto, qu'ils puissent effectivement, tant que Delphine Ernotte est présidente de l'IBU, de l'EBU, European Broadcasting Union, oui. L'EBU. EBU, c'est mieux. Mais IBU, je trouve c'est un bar qui est une petite écurie à Paris. Je trouve ça dommage de se soumettre à YouTube, quoi, finalement, de se dire, bon, bah, comme s'il n'y avait qu'une seule plateforme de vidéo. Ah, mais il y a Salto. Ouais, Mais ouais, sachant que Je suis très content. Enfin, moi, j'aime bien le site. ce qui est intéressant, et je crois, alors je sais plus si c'est Jonathan qui le disait plus haut, oui c'est Jonathan qui le disait plus haut, qu'effectivement côté radio, sur l'app Radio France, t'as accès au contenu, tous les contenus audio de l'audiovisuel public, pour le coup. T'as accès aussi au podcast de France Télé, t'as accès assez dans l'air en podcast, à Maison des Maternelles, t'as eu Plus belle la vie, le podcast aussi, un moment qui était dispo, t'as aussi Arte Radio, RFI, tout ça qui sont dispo sur l'application Radio France. Mais c'est parce que c'est des partenariats, je suppose. C'est en partie des partenariats, et c'est en partie des stratégies aussi de France Télé est une application qui fait de la vidéo, donc du coup pour l'audio, là tout intérêt à se mettre avec une application qui fait le code de l'audio. C'est là pourquoi France.tv ne diffuse pas par exemple l'interview de 8h20 de France Inter, l'Instorem en vidéo, etc. Il y a la collection européenne sur Arte, une playlist avec des programmes de médias européens, dont France TV, nous dit Valentin, ça se fait ponctuellement. Il y a aussi là-dessus, typiquement Culture Prime, sur les réseaux sociaux, qui agrègent des contenus issus de Radio France, d'Arte, de France Média Monde, de France Télé, etc. Pour terminer sur ce sujet-là, 2 points. Le premier, c'est du coup les 30 ans de la chaîne. Quel contenu pour les 30 ans? Déjà sur arte.tv, n'hésitez pas à aller sur la page des 30 ans. C'est annoncé 30 collections qui ont marqué l'histoire de la chaîne, notamment une collection autour de Borgen avec les 4 premières saisons. La 5e étant tout juste annoncée. En série qui ont été annoncées, il y a En Thérapie 2, il y a Le Monde de Demain, qui est sur l'histoire de la création d'NTM, série sur l'histoire de la création d'NTM. Blackport, qui a été grand prix du jury à Série Mania. Du côté des documentaires, En guerre pour l'Algérie. Du côté des concerts, La reprise des festivals. Donc ça, il va y avoir plein de choses sur Arte Concerts. On a hâte. Et en plus, alors ça c'est cadeau, le bus d'Arte. Le bus d'Arte qui ira à la rencontre du public en région, avec notamment des karaokés Arte Concerts, et aussi des expériences de réalité virtuelle. J'avais pu voir une expérience de réalité virtuelle, alors clac, là aussi je vais le montrer. Réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est quelque chose que fait Arte depuis pas mal de temps aussi, ça rentre dans toute la partie jeux vidéo, etc., dispositifs interactifs. Mais du coup, c'est vrai qu'ils sont extrêmement forts là-dessus pour aussi proposer des expériences avec des tablettes, de la réalité augmentée, etc. C'est d'ailleurs le dernier point, c'est que nous prévoit Arte dans le futur. C'est là où je voulais en venir sur Canal, typiquement. Canal a longtemps développé des jeux vidéo. Canal a longtemps, avec Cléo, fait de la réalité virtuelle, essayé d'être dans l'innovation. Ce qu'elle ne fait plus, et Arte a pris totalement cette place-là dans le monde de l'innovation. On parle, et notamment on en parlait ce matin, j'ai écouté un podcast de France Culture sur Deuxième Monde, et c'est dans la vidéo de Sylvain sur Second World, super intéressante. Ouais, Canal a été les premiers à faire du métaverse, techniquement. Oui. avec Second Monde. Non, mais avec Deuxième Monde, c'est vrai que c'est intéressant, ouais, Second World. Mais c'est... en fait, Canal est beaucoup plus sur l'aspect technique aujourd'hui. Sur par exemple, ils sont assez en avance dès lors qu'il y a des nouvelles technologies de diffusion qui apparaissent. À l'époque, ils étaient pionniers un petit peu sur les chaînes en 3D, sur l'UHD, la 4K, tout ça. Enfin, en fait, ils sont beaucoup plus axés maintenant sur ça que effectivement sur Canal high-tech à l'époque. Ah oui, c'est transformé Canal 16/9. Ouais, c'est vrai. Là, c'est Arte qui prend cette place-là, et notamment dans le métavers, c'est le tout dernier point. Un article de l'IB qui est paru cette semaine. Le premier concert français dans le métavers, celui de Meta, Horizon Worlds, qui n'est toujours pas ouvert en France d'ailleurs, uniquement aux États-Unis et au Canada, avec un concert de Timothée Joly. Alors, ça a eu lieu mercredi soir. Il comptait sur une 30aine de personnes pour assister au concert. Bon, il y a à peu près 1800 personnes dans le monde. Donc 30 personnes, c'est déjà pas mal, en vrai. Ouais. C'est évidemment loin des 12 millions de spectateurs pour le concert de Travis Scott sur Fortnite en 2020. Mais du coup, on est là-dedans. Pour Arte, c'est la suite des expériences en réalité virtuelle et réalité augmentée. C'est ce qu'ils disent dans cet article de l'IB. Le métavers, c'est une suite logique pour laquelle il est nécessaire de proposer des projets européens. Donc, ils se mettent déjà en avance de phase là-dessus. Ils ont mis un atmosphère de bar new-yorkais branché qui charme les journalistes de l'IB, mais un léger détail les perturbe. Timothée Joly n'a pas de jambes. Ah bah alors ça c'est dommage.
Comment il fait pour marcher? C'est bizarre. Bah, il évite. Tu vois, Rayman? Ah ouais? Mm. Ouais, d'accord. Mais il a des chaussures, Rayman, donc ça marche pas. Mais là, ils disent ensuite, et dans Horizon World, c'est comme ça pour tout le monde. Voilà. Ah, bon, bah écoute, tant pis. Hein. Bah, vous vous démerdez. Vous volez. Donc voilà, et ils disent que en tout cas, les eye contact avec le public font réel. Donc ils sont sortis satisfaits de ça. Bon, avoir le métavers, c'est un des nombreux sujets. Non. Ouais. Voilà. Il y a à boire et à manger là-dedans, en tout cas. C'est ça. Et vaut mieux une expérience basée sur du concert que vendre des NFT et des bouts de terrain virtuels dans le métavers. Ouais, le jour où Arte se lance dans la crypto-monnaie, par contre, je pleure si ça doit arriver. J'arrête, c'est tout. J'arrête tout Arte. Donc voilà, est-ce que vous avez un dernier mot à dire sur Arte? Peut-être bon anniversaire déjà. Bon anniversaire Arte. Et non, mais c'est hyper. Enfin, il y aurait tellement de choses à dire sur Arte en plus, sur tout ce qui a traversé son histoire et tout. Enfin, il y a tellement de choses à raconter autour et de se dire que voilà, ta question de départ était intéressante en fait, de savoir quel était notre rapport et comment on consommait Arte, parce que je crois qu'il en parle un peu dans l'article. Bruno Patino. Bruno Patino, merci. Mais dès qu'on pose la question en fait à des gens aujourd'hui, c'est quoi votre chaîne de télé préférée, globalement, même des gens qui ont pas forcément, qui regardent pas forcément Arte, vont répondre Arte, soit pour du bon sens, soit parce que réellement il y a des vraies propositions qui plaisent à plein de gens. Et c'est ça que je trouve intéressant avec Arte, c'est l'image. Et c'est bien pour conclure, parce qu'on a commencé en disant qu'Arte elle a essayé de sortir de cette image élitiste. Elle en est vraiment sortie, à tel point qu'aujourd'hui plein de gens considèrent que c'est une des meilleures chaînes françaises existantes à ce jour, et c'est très bien. Et bon anniversaire Arte. Les amis, je reprends les gimmicks habituels, parce que sinon on n'est pas dans le plus 7 si je dis pas les amis. On va pas être dépaysé, c'est pour ça. Ouais, les amis, moi, j'étais perdu là jusqu'à présent, donc c'est l'heure du Média Express. Allez. On commence ce Média Express avec un sujet qui nous passionne tous. On en a aucun d'entre nous n'a ras-le-bol le sujet-là, et ça nous fait plaisir. C'est la présidentielle. Bien évidemment. J'allais dire les NFT, justement, c'est vrai. Oh, on va pas parler des NFT. Il y a deux grosses infos présidentielles, enfin 3 si on compte les temps de parole de la fin d'année, dont on reviendra juste après. Le premier, c'est une date potentielle pour le fameux débat du premier tour. Débat que certains appellent débat trivial poursuite, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent du côté de l'entourage d'Emmanuel Macron, le fameux débat trivial poursuite. J'avais format maillon faible. Ah, format maillon faible. Oh, bah, maillon faible. On n'a plus d'imagination. Format prix à tout prix du Palmacho. Donc avec tous les candidats, tous les petits candidats, etc. C'est Philippe Poutou qui a dévoilé la date en direct sur BFM TV en mettant totalement tout le monde dans l'embarras. Il a fait une Philippe Poutou, il ne cache rien. Poutou. Et il a dévoilé que BFM commence à planifier la date du 23 mars pour ce débat-là. Évidemment, pas forcément un débat organisé uniquement par elle-même. De mémoire, sur les dernières présidentielles, c'était en collaboration avec CNews notamment. Alors, à voir si ce sera de nouveau avec CNews cette fois-ci. Oui, spoiler, non. Ouais. Pas sûr. Ah ouais? Non, non. Enfin, BFM a tout intérêt à y aller tout seul, et puis ils savent qu'ils ont les moyens d'y aller tout seul. Ils ont pas dans ce cas. Et puis si tu veux mettre CNews, tu mets LCI, tu mets France Info. C'était le cas. Mais c'était le cas, il me semble, non? Non, parce que c'était. Non, parce que c'était en gros pour me faire un peu la nique à TF1 et France 2, qui avaient aussi leur soirée dans leur coin avec tout le monde. Mais clairement, BFM n'aura pas besoin de CNews. Et quand même, faut rappeler qu'en 2017, on était en pleine grève iTélé CNews. C'est un peu BFM qui a tout organisé. CNews s'est contenté d'apporter Laurence Ferrari et la codiffusion. Ah oui, c'était encore iTélé, c'est vrai. Oui, c'était CNews. Changement. iTélé pour les primaires et CNews pour le fameux débat à 10 ou à 11. Ouais. C'est ça, pour le débat, mais en fait. Mais dans tous les cas, s'il y a un débat avant le premier tour, il n'y aura pas Emmanuel Macron. C'est quasiment sûr que non, en tout cas d'après les rumeurs qu'il y a autour du non-candidat pour l'instant. Il veut pas être en gros, parce que s'il y a un débat, c'est temps de parole équitable pour tout le monde. Et s'il y a 10 candidats, il y en a forcément 9 qui vont attaquer Macron, et puis lui, il aura le même temps de parole qu'un candidat pour répondre à tout le monde, ce qui peut être compliqué. Ça, il préfère un débat à 4-5 max avec tous les gros favoris, entre guillemets. Mais que sont les favoris dans cette élection? Pour l'instant, c'est assez difficile de le voir. C'est ça.
Parce que le problème, c'est que si on fait un débat de favoris, genre comme TF1 en 2017, où est le temps de parole de la gauche? Ah bah, à la gauche, où est la gauche? Il y en a pas forcément besoin, question. parce que du coup, pour l'élection, ce sera un temps de parole qui sera équitable aux candidats et pas forcément au pourcentage acquis avant dans les dernières élections. Donc, après, la tout gauche, dépend si on est malheureusement, en période d'équité ou en période d'égalité. c'est ça. Donc bon, à voir pour ce débat-là, mais en tout cas, le débat est encore en cours de réflexion et potentiellement, le 23 mars, il faudra être devant BFM pour voir ce grand débat-là. Est-ce que je peux faire un pari? Vas-y. Attends, Attends, tu nous fais quoi? Tu vas nous faire? À Paris. Ce débat ne se fera pas. Ah non, Ils vont changer la date. non, je suis pas convaincu moi. Je pense que s'il n'y a pas Macron, les adversaires vont se désister en disant que le débat n'a aucun intérêt. Moi, je suis pas sûr. À voir si Donc, parmi tu auras- les entre guillemets petits candidats, certains vont quand même pas vouloir du temps de parole au final. Donc ça va Oui, se désister, mais- les gros vont se désister, tu auras un débat de petits, alors après qui va le regarder, ça c'est un autre débat. Souvenez-vous, France 2 qui avait fait ça pour les élections européennes, ça avait fait un scandale. Alors que LCI avait fait exactement la même chose avec un débat de petits à 19h et le débat avec les gros à 21h. Bah là, bizarrement, tout le monde s'est tu. Alors, comme nous dit Jonathan, ça va peut-être dépendre de si c'est serré dans la deuxième position, si c'est serré dans les sondages, etc. 23 mars, on a encore le temps de voir venir. Encore un gros mois, plus de 30 jours, on sera quasiment dans la dernière ligne droite à ce J'ai déjà moment-là. la flemme, putain, j'ai déjà la flemme, c'est terrible. Et ouais, et avant ça, tu auras la flemme le 17 février ce jeudi, parce que évidemment, tout le monde a décidé de programmer sa grande soirée politique le jeudi soir, parce qu'il n'y avait pas assez le jeudi soir. Hein. Il y avait C'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup, déjà... hein. Non, très peu. Il n'y en avait pas beaucoup, je trouve. Non. Donc ils se sont dit tous, Non, c'est tiens, vrai. on va tous se mettre le jeudi de soir, comme ça, on va bien tous mutuellement se faire chier et s'assurer que personne ne nous regarde. Donc du coup, on aura Jadot sur France 2, Mélenchon sur BFM TV, et il devait y avoir Zemmour sur CNews le même soir, qui finalement s'est dit, non, je vais pas le même soir que tout le monde, c'est hors de question. Oh bah non, c'est dommage. Je trouvais qu'on le voyait pas beaucoup. Donc terrible, on n'aura Faut pas pas de jouer, multiplex. Alors, c'est ce que je disais. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant. Parce que, à part pour les journalistes politiques et les férus de politique, où, ok, il y a toutes les émissions le même soir, mais si tu es un citoyen lambda, soit tu vas suivre l'émission de ton candidat si tu as déjà choisi, soit tu as ton émission référence que tu suis quoi qu'il arrive. Peut-être qu'on a les fidèles de Élysée 2022, les fidèles de BFM TV. Ils sont pas nombreux, hein. Oui, bah, ils sont plus sur Élysée 2022 que sur BFM au final. Hein. En tout cas, ouais, c'est vrai. Ils sont Mais encore peut-être plus que sur dimanche en politique. Mais peut-être que quelqu'un va se dire, bah, je me fais les 7 jeudis d'Élysée 2022 avec tous les candidats, plutôt que de dire, ah, bah merde, ce soir, il va y avoir un tel sur BFM, mais j'ai déjà vu la semaine dernière sur Élysée 2022, je vais le revoir lui. Non, ça me paraît étonnant. En tout cas, voilà, ça va continuer. Le nombre d'émissions politiques ne fait qu'augmenter. À chaque fois, les chaînes BFM TV, ils ont 8 formats d'émissions politiques. On s'y retrouve plus. Laquelle est l'émission phare, laquelle est pas l'émission phare. Sachant qu'ils font les deux cette semaine. Ah ouais. Mais même, Ils font Face à BFM et La France dans les yeux. voilà, face à BFM avec Yannick Jadot mardi. Et Sachant qu'ils sont toujours les BFM politiques le dimanche. Et Mélenchon le jeudi avec La France dans les yeux. mais même BFM France politique. Télé, même France Télé a quand même un gros nombre d'émissions maintenant en lien avec la présidentielle parce que tu comptes Pas tant que ça, hein. du coup, bah, Mais il y en a que tu deux. comptes Élysée 2022, 20h22. 20h22. C'est tout. Non, c'est dans l'air. Ah oui, c'est vrai, c'est dans l'air Dimanche en politique étrangère. Qui est en train de se terminer Ouais. d'ailleurs. C'est la troisième soirée, mais il reste une soirée de prime. Il n'y en a que 4 de prévues. D'accord. Mais alors, le dimanche soir, ce qui est pour le coup une contre-programmation intéressante. Oui. Et il y a Avec une des sujets thématique pour le différents. coup très affirmée autour de la politique étrangère, Oui. ce qui est là aussi un positionnement intéressant. Et c'est vrai que tu vois, typiquement sur France Info, il y a pour l'instant pas grand chose. Là où BFM, CNews et LCI commencent à mettre le paquet. BFM fait quelques temps qu'ils mettent le paquet sur la présidentielle, notamment avec toute leur identité visuelle sur la présidentielle. Médavik, un podcast qui va sortir bientôt, va en parler. Mais CNews, pareil, commence à faire les grands meetings. À côté de ça, France Info, on a l'impression qu'ils ont oublié de passer la seconde sur cette campagne. Ils ont Mais toujours tu vois, été un peu à l'écart, mais ouais, c'est pas vraiment compter ça, hein, mais la matinale, ouais, non. Jérémy. Il y a Sam sur le chat qui dit 0 prime sur la présidentielle sur TF1 une première, mais à part le débat entre deux tours, ils en font d'habitude. Oui. Oui. Sur la télé, oui. Sur la télé, oui, mais sur TF1, j'ai En pas 2017, il y a eu le débat à 5 plus. C'est pas dit pour l'instant qu'ils essayent pas d'organiser un débat entre les candidats. Hein. Oui.
Mais effectivement, 2012. j'ai une question à vous poser, comme on avait eu. En 2007 et en 2012, c'était C'est le la format chose que parole j'avais. de français. Ah oui, exact. Mais après, TF1 mise tout sur LCI. Oui, c'est la première fois qu'ils se donnent aussi autant à fond sur LCI. LCI avait toujours Et été après, un peu en ils vont retrait. peut-être sortir les grosses cartouches sur TF1. Ouais, Peut-être sachant sur que TF1, il y aura pas Oui, les- j'ai le dit, oui. TF1 a quand même le format partie de campagne, l'invité, qui est pour l'instant un format qui est pas forcément super bien, tout court en fait. Qui est très court et en fait qui est très interview politique de matinale à la radio, mais un dimanche soir juste avant le prime et juste avant le film, c'est pas forcément le meilleur moment pour le placer, je trouve. J'y pense parce que je vois que certains, alors je vais encore me tomber dessus, les fameux TF1 Zouz, Oh là là. Les fameux. qui critiquent l'audience de 20h22 parce que dès la fin du journal et dès le début de 20h22, l'audience baisse. Et c'est vrai que c'est un peu con de la part de France 2 de communiquer sur un pic d'audience à 20h23 quand ton programme commence à 20h22. Tu vois, tu sens que l'audience baisse. Partie de campagne sur TF1, c'est pareil. Hein. Le dimanche, quand le journal est fini, qu'il y a l'invité politique, l'audience baisse. Alors forcément, ça reste à un haut niveau parce que l'audience du journal est déjà à un plus haut niveau. Mais ça baisse quand même. Il y a Valentin qui nous parle de vie politique en 2017. Non, vie politique, ça a été seulement en 2016, fin 2016, ça a été programmé 4 dimanches et puis ça a été mis sous le tapis parce que ça a fonctionné pas très bien. Et pour revenir sur les dernières politiques, les 4 ont été diffusés. Ah, les 4 ont Ah, été il y en diffusés, a donc c'est plus. le dernier là. D'accord. Donc c'était le dernier. Et bah ok. C'est tellement vite qu'on les a pas vus, quoi. Ils ont fait Zemmour, Jadot, Mélenchon, Hidalgo, Pécresse, Dupont-Aignan, Le Pen et Roussel. Donc ils ont fait tout le monde sauf Macron au final. Ils ont Mais pas fait genre la Ouais. toujours pas candidat. Donc peut-être qu'il y en aura une cinquième Bah oui, c'est avec Macron plus tard. Macron, Ouais. À voir. Ah, j'ai hâte. Mais il va forcément il a tout intérêt à se présenter tard parce que sinon il faut qu'il affronte son bilan et il a beaucoup de candidats qui risquent de le taquer sur son bilan. Donc effectivement, Oupsie. tout intérêt à y aller tard. Il Dernier. y avait le prime avec Macron, le non-candidat pendant 2 plombes sur TF1 aussi. Oui, il y avait le prime Macron, effectivement avec Darius Rochebin. Bon. qui était un prime temps de parole aussi. Hein. C'était compliqué, mais ça tombe bien que tu parles de temps de parole, parce que comme ça je peux faire la transition parfaitement avec justement ce qui s'est passé du côté de l'Arcom, qui a mis en garde et mis en demeure des chaînes du côté du coup concernant la fin du temps de parole, fin du dernier trimestre 2021, avec notamment C8 et CNews qui ont profité pour mettre des apps politiques à tirer à l'arigot tous les matins et toutes les nuits avec pas mal de monde. Alors je cite le communiqué de l'Arcom: à l'issue de cet examen, elle a constaté sur C8 la surexposition de Reconquête. Ah bon. Et a demandé aux responsables de la chaîne de veiller à une meilleure application du principe de pluralisme. C'est quand même une phrase assez forte. S'il vous plaît, essayez d'être pluraliste. C'est ce qu'on vous demande. CNews, ils ont constaté que par rapport à la dernière fois qu'on en a parlé dans un précédent J+7, la proportion des intervenants des représentants de l'exécutif et de la France Insoumise la nuit avait diminué, mais que la proportion du volume du bloc horaire de l'exécutif diffusé la nuit demeurait significative. Donc bon voilà, il y a une sous-exposition du Rassemblement National aussi. Ce qui était pas banal sur CNews, mais voilà. Et ils mettent en garde au passage France Culture en faisant de la sous-représentation de l'exécutif et de la France Insoumise et de la forte sous-représentation du Rassemblement National et sur-représentation du Parti Socialiste. Donc France Culture, voilà. LCI, trop de pouvoir exécutif la nuit, et Sud Radio, sous-représentation de l'exécutif et sous-représentation aussi des Verts. Donc voilà, Sud Radio diffuse pas les Verts. Wow, c'était une longue phrase. Pas de commentaires sur le temps de parole. Parce que l'autre jour, il y a Hanouna qui a sorti des courbes en disant que c'était Mélenchon le premier sur C8. Le CSA et les relevés de temps de parole ne sont pas forcément d'accord avec. Donc les faits ne sont pas d'accord avec Hanouna. Oh là là, comme c'est étonnant. Qu'est-ce que c'est étonnant. Petit sujet économique. On aime bien l'économie avec la fusion TF1-M6, ça continue. Ça continue le feuilleton. Il y a plein de petits points qui sont arrivés cette semaine. Les résultats de TF1 d'abord sur l'année 2021, plus 3,8%, plus 90 millions d'euros par rapport à 2019. Donc la mariée va bien, elle vous remercie. Elle peut notamment s'appuyer sur les bonnes performances sur cible de toutes ces chaînes, avec notamment sur l'année une part de marché cumulée de 33,5 sur la cible, donc la femme responsable des achats de moins de 50 ans, en hausse de 1 point par rapport à 2019. Donc voilà, ils ont aussi
un pôle production avec Two Newen, qui est une immense société de production, qui affiche pour sa part un revenu de 335 millions, plus 43% par rapport à 2020. Aussi vachement plus de revenus publicitaires digital, on y reviendra juste après, numérique d'ailleurs plutôt. Mais eux parlent de revenus publicitaires digital, les fameuses publications, publicité sur les doigts. Et un coût de grille plus faible qu'en 2019, moins 30 millions de coûts de grille, donc plus de cibles, moins de coûts de grille. Donc forcément, ça met un chiffre d'affaires en hausse, mais attention, un investissement en 2022 assez fort sur la Coupe du Monde de football et sur l'Euro féminin de football, et donc du coup une dépense qui va atteindre plus d'1 milliard d'euros sur un coût de grille pour ces 5 chaînes, TF1, TMC, TFX, TF1 Série Film, LCI, pour l'instant, ces 5 chaînes. Ça, on en reparle juste après. On a la fusion, donc la mariée va bien, mais qui est pour, qui est contre la fusion? Google est évidemment... Mais non, pas évidemment du tout. Ils sont pas pour la fusion, mais si, ils sont pour la fusion. Si, Ça, c'est incroyable. Pourquoi ils sont pour la fusion? Parce que selon eux, la publicité en ligne et la publicité télévisée ne feront bientôt plus qu'un. Et donc, du coup, ça permet d'avoir des formats publicitaires qui convergent. Et donc, du coup, d'avoir éventuellement des formats publicitaires télé qui iront un peu plus sur Google, un peu plus sur YouTube. Donc, eux, ça les arrange de voir plus de mannes publicitaires qui ira vers eux plutôt que d'aller vers le futur entre guillemets monopole privé, comme disent les concurrents, qui sera TF1 M6. Et ça permet aussi de dire, regardez, nous on soutient, ça. Ils resteront petits, vous n'inquiétez pas, on est confiants, et du coup de passer les GAFA en position un peu plus équilibrée par rapport à ce que peuvent être TF1 M6. Free par contre, eux, ils sont totalement contre la fusion, notamment Xavier Niel. Alors Xavier Niel, à la fois chez Free, à la fois chez les producteurs aussi, parce qu'il est côté Media One, producteurs qui sont vraiment pas chauds pour la fusion. Stéphane Courbit l'a dit au Sénat. Là, Xavier Niel, lui, il est carrément parti sur l'aspect judiciaire, il enchaîne les procédures, et a sorti une question prioritaire de constitutionnalité, les fameuses QPC, où, en gros, pour faire court, l'autorité de la concurrence dit dans les questionnaires envoyés qu'ils sont obligés de répondre, que les gens sont obligés de répondre sinon sanction. Free dit bah non, le rachat a pas été définitif, donc du coup nous on n'a pas envie de répondre, vous nous mettrez pas de sanctions. Et le Conseil d'État a fait si l'autorité de la concurrence aura le droit de mettre des sanctions. Donc c'est que la 4e procédure perdue par Free pour ce dossier. Donc ils tentent vraiment toutes les actions, on dirait Bolloré en justice. Ils avaient déjà engagé en vain 2 recours en référé devant le Conseil d'État, une action en carence devant la Commission européenne. Tout le monde leur a dit non. Voilà. Donc à voir côté Free s'il continue à vouloir torpiller le rachat. Et par contre, on parlait des 5 chaînes de TF1. On a eu des nouvelles aussi. On en parlait la dernière fois des chaînes à vendre, les fameuses chaînes à vendre du groupe TF1 M6. Je sais plus qui nous avait parlé de Cyril Hanouna. Évidemment, il n'a pas postulé. Quelle surprise. Cyril Hanouna lui-même, il l'avait annoncé. Oui, voilà. Comme le fameux prime du 31 en direct. Nombre d'annonces. On a compté le nombre d'annonces que Cyril Hanouna a faites et qu'il n'a pas tenu. On le compte plus maintenant. Hein. C'est comme le tour de France en bus pour les 4 millions de followers. N'ont pas postulé non plus Daniel Kretinsky, qui a racheté plein de presse autour en ce moment, l'oligarque tchèque. Le producteur Media One non plus n'a pas voulu racheter ces chaînes-là. C'est plus étonnant. Énergie et Mediaset non plus n'auraient pas postulé. Parmi ceux qui auraient postulé, on aurait donc, d'après tout ça, c'est un article de Capital, l'éditeur de magazine Reworld Media, qui possède déjà Sport en France notamment, qui a déposé une offre pour Gulli et pour Sister. On a le groupe Unique Héritage Media, qui publie notamment le journal du Mickey, et qui du coup veut racheter Gulli, ce qui peut être intéressant. Alain Veil, donc l'Express, qui veut lancer l'Express TV et qui voudrait racheter TFX pour pouvoir lancer l'Express TV sur ce canal-là. Et enfin, Altis SFR, parce qu'ils n'ont pas encore assez de chaînes sur la TNT, qui postule notamment pour TFX et TF1 Série Film, pour avoir des canaux quand même positionnés beaucoup plus tôt dans la liste de la TNT que peuvent l'être RMC TFX, Story et RMC Découverte. TFX, c'est le premier à vendre. C'est le 11. TFX, c'est le 11, ouais. Ce serait le plus tôt à vendre dans la liste. Et il paraît aussi, toujours d'après Capital, que Vivendi pourrait se positionner pour acheter des chaînes. Sachant qu'ils ont déjà beaucoup de chaînes TNT, ils ont atteint la limite, ça me paraît très étonnant que Vivendi, donc Canal, veuille racheter d'autres canaux sur la TNT. Mais on verra bien. Selon le Figaro, les repreneurs, ce sera pour début avril, mais en attendant, certains s'attendent à ce que le processus soit infructueux, notamment pour Gulli,
priori, les offres qui sont pas assez hautes. Dans ces cas-là, 2 options pour les vendeurs pour TF1 M6, soit conserver la chaîne, soit attendre un peu, soit la basculer sur les box en streaming internet. Et d'ailleurs, c'est une annonce qui est faite par Capital qui est passée un peu inaperçue. Paris Première, c'est quasiment fait que Paris Première s'en va de la TNT. Sachant qu'actuellement, on est en TNT payante avec des fenêtres en clair. Paris Première partirait de la TNT et basculerait uniquement en offre ADSL et streaming OTT. Donc voilà. À voir ce qu'il en est. On rappelle qu'on n'a pas le droit à plus de 16 chaînes sur le terrestre herdien. Et comme TF1 et M6 en ont chacune 5, il faut au moins qu'ils en cèdent 3, 2 si on enlève Paris Première. Et à voir si l'autorité de la concurrence décide que ça suffira de vendre ces chaînes-là et s'il ne faut pas non plus mettre un petit TMC ou un petit W9 aussi dans l'offre qui pourra encore susciter de nouveaux vendeurs. Peut-être que tous ceux qu'on a cités qui postulent pas arriveront dans ce deuxième lot qui sera demandé par l'autorité de la concurrence. Il y a Valentin dans le chat qui nous dit de TFX à l'Express TV positionné comme une chaîne culturelle pour CSP, c'est la douche écossaise. Oui, ça risque de refroidir certaines personnes. Pour ça. Juste avant NRJ12. Ouais, juste avant NRJ12. Autre petit point écho, Canal, on en reparlera très vite parce que Canal va être fixé le 31 mars sur sa demande de retrait de la Ligue 1 de ses antennes. Donc ça y est, la cour d'appel de Versailles commence à dire à Canal, préparez-vous, peut-être que vous devrez garder la Ligue 1, vous ne devrez pas garder la Ligue 1. On le saura très bientôt. Un petit point programme. Là, je pense que ça va faire réagir un peu plus dans l'équipe. Le fameux Pékin Express All-Star. On a des amateurs de Pékin Express ici. Oui. Ah. D'ailleurs, qu'as-tu pensé du premier épisode? Parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure pendant les audiences. C'est vrai, je l'ai un peu vu il y a 3 semaines, donc je l'ai un peu oublié. Non, le casting d'Inconnu est très bon comme chaque année. Après, le problème, ça reste un casting M6 où tu mets des frères, des sœurs, des couples, des Belges pour pouvoir être diffusé sur RTL TV, etc. Le casting reste très classique par rapport à ça et ça reste du Pékin Express, c'est-à-dire que les paysages, c'est des paysages de comment dire. Et je vois pas trop la différence avec les autres pays des autres années, quoi. Ça reste à peu près pareil. Bon, mais ça reste un programme que tu regardes avec plaisir. On verra si tu vois la différence. Mais j'attends peut-être la fin de saison où ils vont arriver sur les Émirats Arabes Unis. Là, il y aura peut-être plus de l'urbain. Mais donc on verra si on aura... Alors, a priori, le All-Star se passera plutôt au sud de l'Inde, se passera au Sri Lanka. Et donc, on aura Valérie Trierweiler, qui va nous remercier pour ces moments passés au Sri Lanka. Avec Julie Gaillet. Avec Julie Gaillet. Non, elle sera avec sa meilleure amie, donc je ne doute que ce soit avec Julie Gaillet. Terrible. Avec sa meilleure pote. D'accord. On a Rachel Legrain-Trapani qui sera du voyage avec son nouveau compagnon. Valentin Léonard, si vous le connaissez, saluez de ma part. L'équipe Yoann Ryu avec Xavier Domergue aussi qui sera dans le tas. Ça peut être drôle. Yoann Ryu, ça va être très drôle. C'est une équipe évidemment totalement M6 compatible puisque Yoann Ryu est dans les grosses têtes et Xavier Domergue est le commentateur des Bleus sur la 6. Donc c'est. Souvenez-vous qu'il y a 10 ans sur le précédent All-Star, il y avait Isabelle Morini-Bosque. Hein. C'est vrai. Ah ouais. Oh. Avec Christian Califano. Exactement. Et Inès Reg, tiens, ceux qui se demandaient où était passée Inès Reg, elle est dans le prochain Pékin Express. Avec Kevin? Non, avec sa sœur. Ah, oh merde, il y a une sœur. Donc Rem qui illico dit sa main supporte les personnes comme Inès Reg qui arrivent à faire carrière sur une seule blague. Hugo qui est en facepalm, c'est terrible. Tout le chat qui est en PLS quand on dit Inès Reg. Je comprends, je soutiens le chat, hein, vraiment. Et le pire, c'est que je pense que vous devez vous les farcir un petit moment parce que sur le précédent All-Star, les 2 ou 3 premières étapes étaient non éliminatoires. Quand on a des stars, il faut quand il y aura aussi Théo Curin, le nageur handisport paralympique qui sera accompagné de sa manager. Et puis je crois que tu allais dire il y aura aussi Théo au lavabo. Non. Oh, qu'il est beau le lavabo, bien sûr. J'ai hâte de voir Théo Curin faire du stop. Voilà, ça c'est fait. Et c'est compliqué en termes de bras. D'accord, ok. Voilà. Journaliste Philippe Croizon. Voilà. Allez, super, on est exact. Ça c'est fait, merci beaucoup. C'était vraiment la vanne totalement attendue. Qui allait la faire? C'était Gauthier, c'était évident. Et on aura aussi, évidemment, tout le monde le connaît, plus de 4 millions d'abonnés sur Instagram. Juste Riyad.
qui partira avec un de ses amis. Donc il sera pas, ce sera pas juste Il faut Riyad. attirer un public jeune, hein. Il faut des influenceurs. Oui, Ouais, moi je pense qu'il y a mensonge, c'est juste Riyad, mais il sera pas tout seul. Ce sera pas juste lui. Allez. Non, Voilà. mais oui, la stratégie de mettre des influenceurs, ok, oui. Bah voilà, bon, faut bien le faire. Ah oui. Et pour tout ce joli monde, la belle production, imaginez un parcours réduit, nous dit le Parisien. Bah c'est nul alors. Bah, si je c'est comprends. pas pour faire l'aventure, autant se casser. Ouais, quoi. peut-être. Bon. 6 ou 7 épisodes, ça devrait être raccourci, resserré. Et vous vous souvenez peut-être du binôme qui avait dû abandonner après un accident de la route sur la dernière édition. Ils ont le droit à faire un after pour cette saison. La deuxième partie de soirée sera assurée par le binôme du coup Aurore et Jonathan. Il y a eu un accident, qui avait tué le conducteur de la voiture en face. Ah, Oui. ok. Mais ils étaient en rien responsables. Leur voiture n'était en rien responsable, mais comme ils étaient en surveillance hospitalière, ils ne pouvaient pas repartir, à part arrêter tout le monde, quoi. Enfin, dernière news, dernière info de ce Média Express. France Bleu, on parle pas souvent de France Bleu, à part quand on C'est en vrai. parle pour les matinales France Bleu, France 3 Matin. Mais du coup, de la nouveauté, ça bouge à la tête de France Bleu. Nathalie André, qui rejoint la direction des programmes et de la musique de France Bleu. Donc voilà, c'était inattendu. Nathalie André, qui était notamment avant à France 2, qui a fait direction des programmes de France 2. Beaucoup de gens la connaissent évidemment par son rôle de directrice à la Starac. Elle a notamment une de ses premières photos en fonction a été faite avec Nikos. Donc, en fonction de directrice France Bleu. oui. Et elle était directrice des programmes d'Europe 1 en 2016. Elle a fait une saison. Parce que Europe 1 en 2016, c'était toujours pas bien glorieux. Voilà, et donc, depuis, on n'avait pas trop de nouvelles de Nathalie André. Et voilà. on en a, et on est content de l'en avoir finalement, je trouve. Et on est content. C'est amusant. Bien. C'est amusant de voir certains sur Twitter féliciter Nathalie André comme s'ils espéraient avoir une place sur France Bleu juste après. Voilà, C'est toujours ça quand on a un nouveau directeur. C'est la valse en dessous pour se placer. Tous les anciens d'Europe 1 qui étaient là en 2016-2017, qui avaient le soutien de Nathalie André, effectivement, on va peut-être avoir une petite place sur France Bleu. Ouais, directrice aussi de la musique. On se souvient qu'en tant que directrice des divertissements de France 2, elle avait choisi Lisa Angèle et N'oubliez pas pour l'Eurovision en 2015. Mais elle avait aussi choisi Amir l'année d'après. Donc ça comprend. Oui. C'était elle ? Ouais, c'était sous son mandat. Parce qu'elle est arrivée sur Europe 1 en septembre 2016. Exactement, saison 2016-2017. Ah, ouais. Et je vous informe qu'elle m'a bloqué sur Twitter. Bon. Qu'est-ce que t'as Mais fait qui t'a pas bloqué sur Twitter, Gauthier? Le pire, c'est que c'était un jour d'audience radio d'Europe 1, j'avais fait une petite critique sans la mentionner, puis elle a trouvé le tweet et elle a dû me bloquer. Voilà. Ok, Oh, c'est l'histoire de ta vie, quoi. c'est ça. Bon. Mais elle m'a pas bloqué sur Instagram, donc je suis sa vie sur Instagram. Sois patient, ça va venir. Terrible. Pacôme, est-ce que tu es prêt? Ça va être ton moment. Oh non. Tout le monde l'attend. Je vois non, que tu nous écoutes même plus pendant une partie de l'émission pour préparer ce moment. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est totalement vrai, il y a l'icône là où tu montres que tu nous écoutes plus. On la voit l'icône, Pacôme. Non. Qu'est-ce que tu Mais crois? c'est parce que oui, mais je vais pas expliquer, mais c'est juste parce que mon GoXLR il a planté, j'ai dû remettre mes samples. Oh, ça suffit. Alors, Toi, il te réclame déjà. Basique, sample. Voilà. Oh, pas mal. C'est tout pour moi. Et c'est du coup là-dessus que je vais lancer les essentiels Pacôme grille. Pacôme, Oui. C'est vrai. je te laisse la main. Merci Bastien. France Inter, il est 23h. Le PG avec Pacôme de Millefeu. Voir Patrick Bruel jouer du piano dans votre salon, Hélène Ségara surgir en plein cours de danse ou entendre Garou vous beugler dessus, c'est le pari osé que s'était donné TF1 en 2002. Après moult tentatives de relance, Star à domicile et de retour à l'antenne 20 ans après sa première diffusion sur la chaîne privée pour 2 primes inédits diffusés ces 2 prochains vendredis. Ce mastodonte de la télévision des années 2000 va tenter de renouer avec le passé tout en s'adaptant au présent en invitant les stars françaises du moment
tels que Angèle, Soprano ou encore Eric Zemmour à rencontrer leurs plus grands fans. Mais également des stars de l'époque seront également de retour, comme Laurie qui ira de nouveau traumatiser la jeune fille qu'elle n'avait pas réussi à réveiller il y a 20 ans en rentrant par effraction chez elle. Mais est-ce qu'une émission comme celle-ci a encore sa place à l'heure où la proximité du public avec les stars a évolué à travers les réseaux sociaux? Est-ce que faire du neuf avec du vieux est encore une stratégie payante à la télévision aujourd'hui? Est-ce qu'on vit vraiment dans la société décrite par Don't Look Up quand on voit l'Empire façonné par Bolloré? Et je crois que je me suis inversé avec mes 3 prochains éditos. Bref, surprise, surprise, en perspective. Pourquoi tu m'envoies ce moment dans la gueule? Je suis vraiment trop con. L'autre jour, après avoir lu ce que parlait veut dire de Bourdieu dans ma bibliothèque de 500 mètres carrés, vue sur la Tour Eiffel, 10 000 €, toutes charges comprises, j'ai réalisé à quel point nous aimons tous d'une manière ou d'une autre la vulgarité, les mots grossiers. Sans même s'en apercevoir, nous avons été conditionnés par notre cadre familial, amical ou même scolaire à entendre sortir de la bouche d'autrui des mots interdits, des mots qui blessent, des mots qui font rire, démocratie, des mots scatochos. Mais je m'égare. C'est vrai qu'il y a un sentiment de libération à travers cette locution verbale. Certains ont beau trouver cela violent, ragoûtant, déplaisant, effarant, catamaran, file devant sinon je t'en que l'une. Mais il y a parfois de la douceur et de la sympathie aussi qui peuvent s'en dégager. Sinon, pourquoi Coluche se permettrait-il de surnommer son public d'enfoiré? Ce n'est certes pas commun, mais pour lui, ce mot est associé à de l'affection pure, à de la générosité, au social. Sur ce simple mot, les enfoirés n'auraient peut-être pas le même ton, la même couleur, la même saturation. Ceux qui, par leur chant, permettent à des sans-abri d'avoir à manger et à boire et de se rappeler de l'existence de Joyce Jonathan sont de retour le 4 mars sur TF1 à 21h10 pour leur concert annuel, certes sans public, mais non sans spectacle. Un air d'enfoiré qui aura de quoi combler votre cœur de connard. Pardonnez mon langage abrupt et déplacé, mais rassurez-vous, c'est affectif. Et nous sommes au téléphone avec Muriel qui vient tout droit de Poitou-Charentes. Bonjour Muriel. Oui, bonjour. Alors Muriel, vous vouliez nous présenter une recette digne de Top Chef à l'occasion de la nouvelle saison qui débute ce mercredi à 21h15 sur M6. De quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait. Alors, je voulais vous présenter aujourd'hui une recette de pot-au-feu maison que je réalise régulièrement pour mes petits-enfants. D'accord. Avec quelques légumes de mon jardin, Ouais. des pommes de terre de Noirmoutier que j'ai ramassées avec mon mari. Et également des sourcils de Philippe Etchebest, Oui. que j'ai eu un peu de mal à trouver d'ailleurs. FIP, il est 22h40. FIP vous invite à répondre à l'invitation d'Arte pour la 1000e émission de Invitation au voyage le vendredi 25 février à 17h40. L'émission de Linda Laurin vous offre depuis 2017 des cartes postales toutes plus éclectiques et dépaysantes les unes que les autres, en parcourant les divers patrimoines culturels et naturels qui traversent le globe. Au programme de cette émission anniversaire, l'histoire de la Volga d'Ilya Repin en Russie, les secrets du couscous de Saadia au Maroc ou encore la découverte d'une substance psychédélique en Suisse dans les années 30. Un beau parcours depuis chez soi à ne manquer sous aucun prétexte. FIP vous invite également à suivre notre nouvelle radio digitale FIP ASMR pour profiter de la douceur apaisante de nos voix de FIPettes. À cette occasion, je vous offre une petite session de tapping. Vous êtes sur Move, il est 22h40, c'est Paco, on est ensemble jusqu'à 8h00 pour 9h00 de son 100% hip-hop, 0% pub. J'ai vraiment besoin de dormir, c'est le 14e café que je prends aujourd'hui et j'ai le dernier SCH qui me bourrine le crâne au marteau-piqueur, aidez-moi. SCH d'ailleurs récompensé vendredi dernier aux Victoires de la musique pour l'album le plus streamé de l'année. Orelsan a l'honneur également durant cette soirée que vous pourrez retrouver en rediffusion mercredi 16 février à 21h05 sur France 4. À cette occasion, à la demande de la station, c'est l'odeur de l'essence qui va vous accompagner sur Move pendant 4 heures en non-stop et sans pub. Du coup, je vais reprendre 5 tasses de café 100% amer, 0% sucré, histoire d'avoir une bonne grosse tachycardie bien sale pour plus jamais me réveiller. France Info, il est 23h10 et je rappelle cette information importante, Pascal Obispo ne fera pas partie des invités du retour de Star à domicile. Une nouvelle qui inquiète ses fans et ses proches. Le chanteur invité en 2002 n'a pour l'instant aucunement communiqué sur les raisons de cette absence pour le moins inattendue. Et du coup, il est où aujourd'hui le petit Grégory Muriel Boll ?
dans le cul du cochon pour que ça ait meilleur goût. Il serait a priori en bonne santé selon l'AFP et Pascal Obispo serait de retour dans 15 émissions de variété le mois prochain, d'après ses proches. J'espère que vous êtes détendu. FIP vous fait gagner des places pour le One Woman Show de Valérie Pécresse, actuellement dans toute la France. Et c'est vrai, c'est assez dingue, mais Jean-Baptiste Lully avait arrivé parfaitement à jouer un domineur avec le bâton de direction planté dans son orteil. Oh non, mais j'en peux plus. Non, mais en plus, j'aime pas particulièrement le rap et le hip-hop, quoi. Moi, j'aimais l'époque où ça s'appelait le Move, où ça diffusait du bon gros rock bien sale. Genre Dionysos ou Louise Attaque. Mais finalement, comment conclure ? C'est une question théologique tant appréciée d'Aristote, et pourtant, c'est compliqué. Car conclure, c'est mettre un terme fermement à quelque chose, hein, selon la définition. Mais est-ce que cette fin est définitive en soi ? Sommes-nous réellement en train de conclure, alors même que nous ne connaissons pas la suite des événements de notre propre existence ? C'est la question que se pose régulièrement ma femme de ménage, et elle a parfaitement raison. Par exemple, si j'ai consommé un bol de cornflakes bio issu du commerce équitable, rien ne me dit que ma nature humaine ne va pas reprendre ce bol dans 10 minutes. Si je commence à lire un livre sur la philosophie pour les 3 à 6 ans, qui me dit que je ne le finirai pas ? En plus, il a de très jolies images. Et si je pose, j'ai très mal articulé, si je pose délicatement une pêche buccale pour avoir confondu mes cornflakes bio avec mes céréales bon marché, qui me dit que mon estomac ne va pas me supplier de retourner au cabinet ? Bref, c'est une action en soi qui n'est jamais terminée. Sauf si, bien entendu, comme le rappelle Nietzsche, nous sommes tous morts. Et téléchargez l'application Radio France. Merci. J'ai que 3 mots à dire. Squid Game Masterclass. Mais écoute, ça, c'est tout. vrai. Ni plus ni moins. Squid Game. Hein. C'est Squid Game. Je m'excuse pour les problèmes techniques, parce qu'en fait, vraiment, j'ai prévu trop de sons sur mon sampler. C'est un cauchemar. Finalement. Je tiens juste à préciser que le café au podcast. Le café à Move est évidemment à 2,90€ à la machine à café. C'est vrai ? Bah écoute, je suis ravi de l'apprendre. Et attends, je vois qu'Arnaud est là. Sache qu'à la base, et je ne l'ai pas fait parce que je pense que je me serais foiré, j'avais écrit le texte que tu répétais l'autre jour d'Orelsan de l'odeur de l'essence, que je voulais faire très vite. Je pense que j'ai bien fait de pas le faire. On t'écoute. Est-ce que tu voulais faire Bah mince, j'ai déjà oublié le texte. Ah bah voilà, super. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Arnaud. Bonsoir. T'arrives En tout cas, pile. on est... J'allais dire un truc sur le PSG. Vas-y. Paco nous a parlé de la rediffusion des victoires de la musique, mais ce n'est pas sur France 4, Paco, c'est sur Culture Box. Culture Box. Sur le canal de France 4. Je sais, je l'avais écrit à la base et je l'ai rayé parce que ma chronique était déjà trop longue. Écoute, En tout cas, c'est un concept qui fonctionne bien, hein, Culture Box France 4. Hein. Enfin, ça marche bien. J'ai peut-être un acte de travail sur le fait que ta chronique était trop longue, mais peut-être sur la fin. Enfin, je sais plus trop. Je me peut-être endormi à ce moment-là. Ah, non, ça va. Non, ok. Bref, Allez. Il nous reste un peu de temps et on a fait qu'1h46. On est tellement dans les temps qu'on va faire un petit truc en plus. Regardez. Un dernier tour de table avant de se quitter. Je n'y viens que pour mon jeu que je n'ai pas préparé. Non, c'est pas le jeu d'Arnaud. Lis un peu ce qui a marqué au-dessus là. C'est les recommandations. On va faire un petit tour de table pour savoir ce qui vous a plu cette semaine dans les médias, sur radio, internet, télé, YouTube, tout ce que vous voulez. S'il y a un truc qui vous a plu ou auquel vous avez participé peut-être, sur lequel vous voulez, je sais, Gauthier, c'est ton moment, que vous voulez partager à tout le monde, c'est le moment. Et on va commencer par toi, Gauthier. Tiens. Non, c'était pas prévu. J'ai un petit peu réfléchi sur qu'est-ce qui m'avait intéressé ces derniers jours. En termes de podcast, je peux citer Robin Bernot qui a fait un podcast les 3 infos pour se lever le matin, qui est très intéressant. Donc qu'on a reçu Robin pour parler des audiences radio au mois de novembre. Donc vous pouvez l'écouter en podcast. Sinon, instant promo, vaut mieux en rire. Voilà. Là, t'as le droit de le faire. Ça va pas durer. Profites-en. Voilà.
On en a un peu parlé tout à l'heure, mais finalement, non, vaut mieux en rire.fr sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Il n'y aura pas d'édition ce week-end, mais vous retrouverez le spin-off de Vaut mieux en rire qui s'appelle le Night Mode. Pacôme, d'accord, qu'est-ce on a qui t'a le plu droit cette de- semaine? Enfin, un tour rapide, attention, on commente pas les trucs des autres. Là. Allez, on y va rapide. Pas mes propres émissions parce que j'en fais pas. Du coup, je vais recommander quelqu'un d'autre. Je vais recommander la vidéo qui est sortie dimanche de Mr. Fox, qui est son zapping YouTube de 2021, qui à la base n'était pas prévu puisqu'il avait annoncé qu'il n'en ferait pas. Et finalement, à la surprise générale, il a diffusé vendredi soir sur sa chaîne Twitch et diffusé du coup à tout le monde sur YouTube dimanche. Alors pour ceux qui connaissent pas, rapidement, je pense que tout le monde connaît un peu le zapping et le vu de Patrick Menet. C'est directement inspiré de ça. C'est parler de l'actualité de ce qui s'est passé c'est l'année passée, mais à travers des vidéos YouTube qui sont dans son fil d'abonnement. Donc c'est évidemment quelque chose qui est assez orienté, je précise d'avance. C'est très de gauche, il y a beaucoup d'OLG, mais je trouve vraiment que c'est... je t'ai vu Arnaud. Mais je trouve que la manière dont le montage est amené, les sujets qui sont abordés, c'est toujours assez plaisant et d'autant plus je le trouve plus intéressant que celui de l'année 2020 qui du coup retraçait une année compliquée et qui était son zapping était 1000 fois trop long. Là on est sur 1h55 donc faut quand même avoir du temps devant soi, vous pouvez le regarder en plusieurs fois et pas de problème, mais ça aborde plein de choses, ça aborde la vidéo de Mafia et Carlito avec Macron, ça aborde le live qu'avait fait Antoine Daniel chez DFG. Il y a tout un passage là-dessus qui est très intéressant et qui considère un peu comme une des vidéos les plus importantes de 2021. Et évidemment, ça retrace plein de choses politiquement, sur le vaccin, etc. Donc, honnêtement, c'est ma petite reco. J'ai passé un bon moment à regarder. C'est toujours intéressant. Et hâte de voir celui de l'année prochaine. Jérémy, qu'est-ce qui t'a tenté cette semaine? Bah, en vrai, j'aurais pas énormément d'autres trucs. En fait, j'ai eu la recommandation parce que j'aurais un autre truc de zapping aussi sur YouTube, la chaîne Zap TV. Je prends un peu plus ou moins les mêmes trucs. Et j'avais en recommandation, tu sais, dans les trucs suggérés, j'avais le zapping YouTube de Mr. Fox justement. Donc, je pense que j'ai regardé ça. Merde. Ah, mais je l'avais dit. En plus, tu ne m'as pas lu, ta russe. Tu ne m'as On pas avait lu. préparé. Je le dirais. Même pas tant que ça. Arano, est-ce que t'as un truc à nous recommander cette semaine? Alors, n'étant pas prévu ce soir, je n'ai rien préparé. Quardle, la version x4 de Wordle. Voilà. Alors, je vais pas C'est notre tester. découverte d'hier. C'est voilà, c'est vous avez 9 chances pour faire 4 mots en même temps, trouver 4 mots différents en anglais avec toujours le même mot. Enfin, comment dire? C'est le même mot que vous mettez sur les 4 grilles, mais il faut trouver 4 mots différents. Voilà. Très bien, l'instant ludique. Et Bah, mon l'instant côté- ludique, on s'amuse. On Oui, le veut en VF, le Quardle. Ah ouais. Oui, on soumet l'idée à Jonathan. Voilà, Ouais, c'est vrai que ça un manque un peu de version française. Je suis d'accord avec France Culture, je comprends pas. Sutom x4. Mais non, mais oui, bon, bref. Et de mon côté, je vous recommande, alors évidemment, la playlist des génériques sur l'application Radio France, dont C'est pour ça Pacôme que j'ai s'est rien dit servi parce que je savais que voilà. Et voilà. beaucoup dans sa dernière chronique, avec notamment tout l'habillage de France Culture composé par Chloé Thévenin, qui est magnifique, qui a écouté, si possible, au casque. Que je vais, comme tous les puristes, si possible, je l'écouter au casque. Ils sont tous à écouter au casque, hein, globalement. Hein. Oui. Mais donc, c'est tous les amateurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de médias, et notamment de radio et d'indicatifs radio. Ça va être une playlist qui va forcément vous plaire. Dans un autre style, je vous recommande la dernière vidéo d'Une bière et JV. Donc, Une bière et JV, c'est un vulgarisateur bière qui a fait une dernière vidéo sur les bars et sur les contrats qu'ont les bars avec les brasseurs. Donc, c'est super intéressant, Avec super Claude instructif. Brasseur. Claude, Alexandre et Pierre. Ouais, les trois brasseurs. Les trois brasseurs. Ah, putain, oui. Il a une Pardon. très bonne vidéo d'ailleurs sur l'histoire des trois brasseurs. Enfin voilà, je vous recommande la chaîne Une bière et JV. Si jamais vous vous intéressez un peu à la bibine, ça peut fortement Il y a vous JV. intéresser. Et on embrasse Étienne Dao. Non, c'est Marc Lavoine, pardon. Quoi? J'ai pas compris. Mais La c'est bibine super. avec toi. Pour une bibine Wow, avec la toi. bibine avec toi. Ah, je sais Wow. pas. Bon, j'ai bien fait d'envoyer le bête de fin parce que c'est là-dessus qu'on va se Oui, dire au revoir. et ça m'a perturbé que tu l'aies lancé maintenant. Ah mais moi je le Pas lance prêt. pendant les phrases. Moi je suis un malade. Allez, t'es un ouf. Je suis là, pouf, je mets le bed. Allez, là, let's go. Un professionnel, c'est tout. Hein. T'es un pro. Il est habitué à faire du podcast, attendez. Je vous laisse dire au revoir dès maintenant
à ceux qui nous écoutent en podcast et à ceux qui sont dans le chat. Merci encore à tout le chat. Merci à vous d'être toujours là, d'être toujours fidèles. Vous êtes des amours, on vous aime. Non, les amours, c'est pas... Ah oui, mais il n'y a plus les amours. Bah, je vous apprécie beaucoup. Avec des cœurs. J'apprécie chacun leur tour. C'est vrai. Exactement. Merci à tous, j'espère que vous avez kiffé mes interventions ce soir. Ah ouais. C'était vraiment super précis. C'était ta meilleure émission, Arnaud. Ouais. C'était bien. Et moi, je vais... Merci à vous tous, merci à toute l'équipe de m'avoir soutenu, merci à Alex de m'avoir laissé la place. C'est que la place est très sympa ici. Et merci à vous tous de nous avoir écoutés, de nous avoir reçus chez vous ce soir. Et on se dit à très vite, on se dit dès lundi prochain pour le retour de J+7 chez Alex. Et on se dit à la prochaine, ici, peut-être. Allez, on souhaite une très bonne soirée. Effectivement, Alex, t'arrives pile à la fin. C'est le moment où je dis au revoir, et là c'est le moment où le jingle va me couper la phrase, et donc je vais plus...